Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tomcat Next Gen, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui inspirent la nouvelle génération d'entrepreneurs français. Moi, c'est Erika et avec mon co-animateur Patrice Thierry, le cofondateur de Tomcat et fondateur de ProWebCE, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Moubèche. Guillaume est l'un des entrepreneurs français les plus emblématiques de sa génération. Il est le fondateur de Lemlist, une start-up qui a profondément transformé le monde de la prospection commerciale grâce à une approche innovante centrée sur la personnalisation et l'automatisation intelligente des campagnes outbound. Parti de zéro, Guillaume a construit Lemlist avec une ambition claire: permettre aux équipes commerciales de créer des relations plus humaines, plus efficaces et de générer de la croissance à grande échelle. Aujourd'hui, Lemlist est devenu une référence internationale du SaaS, utilisée par des milliers d'entreprises à travers le monde. Au-delà du produit, Guillaume partage aussi avec beaucoup de transparence les réalités de la vie de fondateur, l'exécution, les doutes, la discipline et la vision long terme nécessaires pour bâtir une entreprise durable. Dans cet épisode, nous allons parler de scaling, de sales, de leadership et de ce qui signifie vraiment construire une start-up globale depuis la France. Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue dans Tomcat Next Gen. Merci pour l'intro, hein. Ça met la pression pour la suite. Ouais, mais tu as l'habitude. Salut Guillaume, Salut, ça va. je suis très heureux de t'avoir dans ce podcast Tomcat Next Gen. Comme l'a dit Erika, tu fais partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs à succès, même à très très grand succès. Et donc, je suis vraiment très très heureux de pouvoir discuter avec toi et que tu puisses partager avec les jeunes entrepreneurs encore plus jeunes que toi et moi, parce que moi, tu l'as compris, je suis entrepreneur de l'année 2000. Toi, tu es entrepreneur de la deuxième génération. Et là, en fait, on aide les entrepreneurs de la troisième génération. Donc, c'est super sympa que tu acceptes de jouer le jeu. Il y a plein de sujets évidemment que j'ai envie d'échanger et d'évoquer avec toi, notamment ton personal branding. J'aime beaucoup, je suis très impressionné par ce que tu fais et j'ai plein de questions sur le sujet, donc j'aimerais qu'on en parle. On va parler évidemment du bootstrapping, donc les débuts de Lemlist et tout ce que tu as réussi à faire sans passer par la case, si je comprends bien, par la case venture. Qui fait rêver beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Comment faire ça? J'ai regardé aussi ton YouTube là, philosophique de 11 minutes que j'ai trouvé extraordinaire sur ta décision de quitter le poste de CEO. Et ça m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Et en fait, comme je ne l'ai jamais fait, j'ai finalement décidé de vendre ma boîte. Donc, ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec toi aussi sur ce sujet. Comment tu as pu laisser ta place? On va parler aussi de l'impact de l'IA, évidemment, sur ton business. Et on va parler de manière plus large sur le SaaS-pocalypse, comme tu Mmh. l'as défini quand on en a parlé. Mais je pense que depuis quelques semaines, tout le monde en parle et tout le monde a un peu peur de ce sujet parce que ça fait peur, clairement. Moi, j'ai jamais eu peur de ma vie, mais là, franchement, ça me fait un peu peur. Et donc, j'aimerais avoir ton avis et qu'on échange là-dessus. Bon, puis plein d'autres sujets. Mais avant qu'on parle de ces sujets-là, tu sais, moi, j'aime bien démarrer par comprendre qui tu es, d'où tu viens, mais surtout, donc, qui était le jeune Guillaume, même si tu es encore très jeune, mais qui était le très, très jeune Guillaume. Comment tu étais petit, quelles étaient tes passions, ce qui t'a construit, quoi, ce que disaient tes profs, tes copains, tes parents de toi. Qu'est-ce qui a fait que 20 ans plus tard, tu es devenu cette super belle histoire, sans parler évidemment de cette superbe success story là. Donc, comment était le jeune Guillaume? Quand j'étais petit, j'étais très gourmand. Ça, Ça se j'ai voit pas. toujours ouais, j'ai toujours beaucoup aimé la nourriture. Moi, j'ai une mère qui est italienne, qui cuisine très bien. Donc, j'ai grandi avec les plats de pâtes à la maison. Les gens disaient de moi, je pense que j'étais quelqu'un d'assez gentil et autonome depuis très petit. Mon grand frère, en fait, avait besoin, peut-être d'un petit peu plus d'attention que moi et du coup, j'avoue que depuis tout petit, j'avais un peu un deal avec mes parents, mais ça dès le CP, CE1.
Donc moi, mes parents, si tu veux, mes grands-parents ont immigré en France, donc des deux côtés de ma famille, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé la terre, paysans, et qui se sont un petit peu faits par eux-mêmes. J'ai pas d'entrepreneur dans la famille. Mes parents n'ont pas Les fait deux d'études. italiens? Non, français et italien. D'accord. Et du côté, en fait, de mon père, lui, il est plutôt artiste, donc il était graphiste et il a toujours bossé sur un milliard de trucs, très sensible, poète, mais sensible dans le sens poétique du terme, quoi. Il sent les choses de façon très forte tout le temps. Et donc moi, j'ai baigné dans un monde créatif, mais aussi avec des valeurs paysannes assez fortes. Et ma mère, elle, du coup, n'a pas fait d'études non plus, et elle avait passé le concours de la fonction publique pour commencer d'abord en tant que dactylographe, puis ensuite aux impôts, qu'on adore nous en tant qu'entrepreneurs. Et donc du coup, j'ai grandi dans un On peut en monde parler à la... aussi, mais ça va prendre Ouais, beaucoup de temps. ouais, c'est ça. Donc j'ai grandi dans un monde très créatif, mais aussi avec, du coup, avec beaucoup d'amour de mes deux parents, et avec quand même un cadre. Et le cadre, il était très simple depuis que j'étais petit. C'était à partir du moment où tu as des bonnes notes, bah, tu peux aller jouer dehors. Et en fait, je vivais dans un endroit qui s'appelait Cité, mais c'était plus, on va dire, une sorte de mini résidence à Paris, avec 10 immeubles. Et dès que je pouvais, j'avais terminé mes devoirs, j'allais jouer dans la cour. Et donc rapidement, j'ai compris qu'en fait, on pouvait être efficace et que ça nous donnait de l'autonomie et de la liberté. Et je pense que c'est des valeurs que j'ai gardées toute ma vie et qui ont peut-être fait de moi l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, entre autres. Ouais, donc ils t'ont donné ces bonnes valeurs, mais à quel moment tu as senti le déclic en fait où tu t'es dit moi je veux être libre, je veux pas être salarié parce que je crois que tu n'as jamais été salarié en plus. Donc qu'est-ce qui a déclenché ce déclic en toi de vouloir devenir entrepreneur et même de ne pas passer par la case salarié parce que beaucoup d'entrepreneurs démarrent en tant que salarié, font une première expérience et ensuite créent leur boîte. Toi, si je suis bien ton parcours, tu as été direct. J'ai été salarié dans des... J'ai fait beaucoup de... En fait, moi, j'ai travaillé toute ma vie. Donc, depuis mes 17-18 ans, j'ai été salarié. En fait, j'ai bossé beaucoup en vente, tu vois, aux Galeries Lafayette, en manutention. Enfin, j'ai fait tous les tafs pendant mes études. J'ai essayé de travailler environ 15 à 20 heures par semaine pour pouvoir payer. En fait, moi, j'ai commencé par la fac avant de faire du coup des grandes écoles. Et du coup, pour faire les grandes écoles, il fallait de l'argent. Et donc, j'ai fait économiser pendant que je travaillais à la fac en même temps que mes études, pour ensuite pouvoir rentrer dans des écoles qui coûtent un bras, mais qu'on est bien content de faire valoir plus tard. Et du coup, je pense que le déclic, ou en tout cas le moment où je me suis dit que j'avais envie d'être mon propre patron, entre guillemets, c'est que en fait, j'ai eu 2 expériences assez marquantes. La première, c'est que mon père, lui, il travaillait à son compte et il s'est toujours fait niquer en business. C'est-à-dire que il avait je ne mentionnerai pas de nom, mais des grands hôtels à Paris qu'il faisait travailler parce qu'il était très créatif. Et ces grands hôtels, évidemment, n'avaient jamais d'argent alors que c'était des 4 ou 5 étoiles pour le payer. Et donc, comme mon père, il ne savait pas négocier, il n'était pas bon en business et que ce n'était pas ça qui l'intéressait, il se faisait tout le temps écraser. Et pour je sais pas, parfois des semaines de taf, il allait être payé, tu vois, 1 000 €, quoi, tu vois, ou 2 000 €. Et en Mmh. fait, je voyais le stress que ça créait en lui, je voyais tout ça. Et en fait, je me suis dit, je peux pas être, en fait, je peux pas, tu vois, être comme ça dans ma vie, tu vois. J'ai pas envie d'avoir des gens qui m'écrasent. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose, tu vois, de Ouais, mais grand. justement, Et excuse-moi, ouais. je t'interromps, mais justement, tu vois, généralement, si tu avais un père comme ça, auto-entrepreneur, qui a vraiment vécu ces problématiques de se faire payer par ses clients, etc., généralement, à l'inverse, tu pourrais te dire, bah non, moi, je vais plutôt décider d'être salarié, voire fonctionnaire, pour pas vivre ce genre de crise et de problématiques. Tu vois, parce que moi, à l'inverse, je suis devenu en partie hein, entrepreneur, c'est pas la seule raison, mais parce que comme beaucoup d'enfants, tu vois, à 50, 55 ans, j'ai vu mon père, tu vois, qui avait travaillé pendant 15 ans dans la même boîte, se faire sortir. Et je me suis dit, mais Ouais. moi, je veux jamais être dans cette situation où je vais travailler pendant 15, 20, 30 ans pour une boîte. Et puis à 50 ans, quand je commence à être trop cher pour la boîte,
On me donne un chèque et on me dit prends une pré-retraite, quoi. Et donc, tu vois, toi, c'est assez étonnant, en fait, parce qu'en fait, il était entrepreneur d'une certaine manière, ton père. Ouais, on pourrait dire ça, c'est vrai et c'est vrai, ouais. Je pense que là où en fait, on doit, avoir sûrement une valeur en commun, toi et moi, c'est la valeur de la justice et toi, pour toi, c'était injuste que ton père, se fasse renvoyer après, 15 ans ou 20 ans de bons et loyaux services et moi, je trouvais ça injuste que tu aies des gens qui abusent de leur position, de pouvoir pour ne pas le payer et du coup, Hmm. on s'est peut-être dit tous les 2 qu'on avait envie nous-mêmes de rendre justice, à notre façon, tu vois? Ouais. Donc, du coup, maintenant, tu te fais payer en carte bleue et c'est pas. Exactement, c'est ça. Bah, l'Emlist, il y a pas de Abonnement, contrat. c'est Les pas. gens, ils exactement. Ok, bien joué. Et si tu dois juste repartager peut-être un événement, vraiment un événement quand tu étais jeune qui t'a vraiment façonné et en tout cas où tu peux te dire, si je suis l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu ce moment avant l'âge de 12 13 ans, quoi. Avant l'âge de 12 13 ans, je sais pas s'il y a un événement qui m'a marqué. J Ce que je peux dire, c'est que en fait, il y a des choses qui m'ont marqué quand j'étais petit parce que moi, je voulais toujours plus. En fait, j'étais dans un milieu qui était très mélangé. Donc j'avais des gens, dans, les écoles que j'ai fréquentées, les parents, parlaient pas français et j'avais des gens dont les parents, étaient aussi, très haut placés. Donc c'était un vrai, mélange social qui je pense était très bénéfique. Mais moi, tu vois, il y avait une règle chez mes parents où on n'avait pas le droit d'avoir des habits de marque. Donc je pouvais pas, mes parents ne voulaient pas acheter d'habits de marque et à la base, je me disais que c'était un peu une règle qui s'était mise pour X ou Y raison philosophique que je comprenais pas. Et en fait, c'était pas trop ça, tu vois? J'ai compris plus tard que c'était juste que ça coûtait plus cher et que c'était un peu galère. Mais du coup, mon meilleur ami, ses parents ont toujours fait plein de business et ils ont monté plein de business, des restaurants, des pizzerias, des bruschetarias, dans l'immobilier, ils faisaient plein de trucs et tout. Et moi, en fait, ils m'amenaient très souvent en vacances parce qu'avec mes parents, on partait pas en vacances. Moi, j'allais chez mes grands-parents la plupart du temps et eux, ils voyageaient un peu partout. Et c'est vrai que je pense que ces événements-là, de cette vie d'entrepreneur, en plus, bon, tu vois, c'est une famille juive tunisienne. Donc, en fait, tu sais, il y a toujours le côté, la superstition, ça porte l'œil, c'est pas grave, on va se refaire, on va reconstruire et tout. Et en fait, moi, j'adore. Et tu vois, j'ai grandi dans ça. J'allais faire, tu vois, tous les Shabbats, le vendredi et tout. Et en fait, cette mentalité, tu vois, tu es capable de tout faire si tu t'en donnes les moyens. Et ben ça, tu vois, j'ai adoré et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai beaucoup de similarités avec la mentalité américaine parce qu'il y a ce truc où en France, je veux dire, on est très cynique. Aux États-Unis, ils sont peut-être trop optimistes, mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps qu'il n'y avait jamais trop d'optimisme. Et du coup, je préfère tendre vers le suroptimisme que vers le cynisme qu'on a en France. Et je pense que cet événement, tu vois, ou en tout cas ce mode de vie que j'ai pu côtoyer quand j'étais petit, en fait, je me suis dit: «C'est vrai, tu vois, faut pas avoir, trop d'anxiété dans la vie et faut se lancer, faut créer, faut y aller» parce qu'en fait, en général, tu regretteras toujours les choses que tu as pas faites plutôt que les choses que tu as faites. C'est très rare de Hmm. regretter vraiment des choses qu'on a fait, ça peut arriver, mais souvent nos regrets, ils sont liés aux choses qu'on n'a pas faites. Ah, mais c'est extraordinaire ce que tu dis parce que justement, c'était la question que j'allais te poser après. Parce que toi, tu as cette capacité de penser positif et de parler positif. Et on va en parler dans ton personal branding parce que vraiment, ça m'a interpellé, ça, pour un Français. Et j'ai l'impression que dans ton parcours, tu n'as pas passé beaucoup de temps aux États-Unis. Tu n'as pas étudié aux États-Unis, tu n'as pas travaillé aux États-Unis, tu vois. Donc moi j'ai cette chance. À 17 ans, j'étais à Boston et Ouais, c'est là-bas que j'ai capté tout ce que toi, tu dis avoir capté pendant les Shabbats, pendant les discussions avec ces familles d'entrepreneurs avec qui tu as la chance de parler. Tu as senti l'adrénaline, tu as senti l'excitation, tu as senti la prise de risque. Mais effectivement, moi, quand je regarde les decks d'entrepreneurs, puisque comme tu sais, on en reçoit quasiment 2000 pas par an mal. à la Tomcat, un des premiers trucs que je regarde, c'est est-ce que les fondateurs ont passé du temps aux États-Unis. Et donc, quand j'ai commencé à te suivre, j'ai regardé ça.
Et j'ai pas trouvé la case États-Unis dans ton parcours. Et je me suis dit, mais comment il peut avoir ça sans être passé aux États-Unis? Et tu viens de me l'expliquer. Ouais, bah ouais, exactement. Et Donc, tu as puis eu la aussi, tu sais, chance, tu as eu la j'avais chance de côtoyer ces personnes. ouais, et puis c'est clairement une chance. Et quand je suis parti, en fait, j'ai étudié en Écosse, où je faisais, du coup, parce que de base, moi, je suis plutôt ingénieur chimiste, donc j'ai travaillé en laboratoire de recherche. J'ai eu une bourse, en fait, pour aller étudier en Écosse, et je travaillais dans un des meilleurs labos de synthèse de médicaments. Et en fait, dans ce master, du coup, en synthèse de médicaments slash chimie organique, il y avait pas mal d'Américains qui venaient. Et en D'accord. fait, il y a ces petits moments-là où, quand on demandait, tu vois, à chacun de se présenter dans la classe, en fait, je me suis rendu compte que la façon dont un Américain se présente versus comment toi, en tant que Français, tu te présentes. Et donc, c'était assez C'est drôle parce que le c'est mec, en fait, night il y a and un des gars. day. Ah ouais, mais vraiment. Et donc, le mec, il se présente. Et si toi, en tant que Français, tu te présentes comme ça, tout le monde te dirait, mais pour qui il se prend celui-là? C'est un malade, machin. Dingo. Et eux, en fait, c'est normal. Donc, le gars, il se présente, il dit, Ouais. moi, je suis un athlète, je suis un athlète de haut niveau, je suis machin, je suis truc et tout. Enfin, j'ai accompli ça, je suis un high performer, nanana, nanana, et tout. Et moi, j'étais là, ah ouais, putain. À la base, je me disais que le mec, c'était limite le futur président des États-Unis, quoi. Et puis, Peut-être. en fait, ouais, peut-être, mais on ne sait pas, tu vois. Et puis, en fait, après, je commençais à me dire, ok, t'es athlète, tu fais quoi? Donc, je vais lui parler. Et il me dit, ouais, moi, je fais beaucoup de basket. Je dis, ah ben trop bien, moi, je suis dans l'équipe de l'université à Strathclyde, donc on va se rencontrer, on va jouer ensemble, tu vois. Et là, je me dis, cool, le gars, ça va être une brute, machin. Et en fait, il était nul, tu vois, genre objectivement. Enfin, bon, après, moi, j'ai beaucoup joué et tout, mais j'étais là, en fait, il est nul. Et le gars, il se Euh, présente comme un athlète de haut niveau et tout. Et je me dis, ils ont vraiment une perspective, tu vois, qui est très différente parce que pour eux, en fait, à partir du moment où ils se considèrent comme un athlète ou un athlète pro, leur mentalité et leur vie, c'est ça, tu vois. Donc, c'est. Et je me suis dit, ouais, il y a quand même du bon dans tout ça parce que je pense que ce que tu penses de toi, c'est aussi ce que tu deviens, entre guillemets, tu vois. Donc, si tu te dis que tu es un Exactement. athlète et que en fait, tu t'entraînes jamais, ben, ça va aller à l'encontre de l'image que tu renvoies. Et donc, tu vois, c'est des gens qui, de par ce qu'ils émanent, ce qu'ils dégagent, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, ils vont en fait avoir les actions qui vont avec. Et donc, dans beaucoup de cas, ça crée des choses très positives. Ouais, c'est exactement ce concept de self-prophecy. Toi qui aimes la Ouais. philosophie et qui aime lire, j'imagine que tu as lu ça. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé aux États-Unis à 17 ans, comme toi, ça m'a complètement, pas choqué parce que c'était très positif, mais ça m'a secoué, quoi. Je me suis dit, mais en Ouais. fait, moi, je vivais dans un autre monde. Et là, je découvre un autre monde où, en fait, tu peux raconter des histoires qui pour le moment sont des histoires, mais que en fait, bah, c'est toi qui écris l'histoire. Et donc, ce que tu écris, ce que tu racontes, peut devenir vrai parce que tu te le mets dans le cerveau, dans les tripes, dans le cœur, et tu le mets en marche. Et ça, c'est le côté positif du narratif américain. Mais il y a un autre sujet aussi sur lequel on est très différent. C'est le sujet de la relation au risque. Et tu vois, Jeff Bezos était questionné par un journaliste français dont j'oublie le nom il y a quelque temps, qui lui dit, mais voilà, le mot entrepreneur, c'est un mot français, quoi. Donc pourquoi en fait il n'y a pas de meilleurs entrepreneurs en France, et pourquoi en fait aux États-Unis l'entrepreneurship cartonne? Et en fait, Jeff Bezos, il répond que ça. Il dit, je vais te donner une seule réponse, un mot, le risque. Nous, les Américains, on adore la prise de risque. On est fait pour ça. Et tout le système capitaliste est basé sur la prise de risque. Et on récompense ça. Alors que dans le reste du monde, et surtout en France, et là, il dit, quand je viens en France, dans chaque réunion, on me parle de dérisquer. Tout Ouais. l'inverse. Donc moi, je comprends pas. J'arrive, j'arrive et on me parle de dérisquer. Alors que moi, je dis, Mm. mais quel risque on prend aujourd'hui? Tu vois. Et Ah, c'est ça, et l'enfer. ça, tu vois, à la Tomcat, ça fait partie des sujets sur lesquels, mais vraiment, on travaille dur, 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 dur. Vraiment, on passe des heures à essayer de reformater, reprogrammer les jeunes entrepreneurs français sur le sujet de la narration positive, comme tu évoquais, et sur le sujet de la capacité, de l'envie de prendre du risque. Et de se dire, voilà, comme tu l'as dit, tu l'as parfaitement dit, mais c'est tellement rare de l'entendre en France, c'est qu'on regrette rarement les choses qu'on a tentées. À l'inverse, on regrette souvent, ah ouais, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu aller là, etc. Donc ça,
C'est la transition parfaite parce que tu as dit aussi un truc extraordinaire et j'allais te questionner là-dessus, sur ton personal branding. Donc, ton personal branding, donc moi, c'est mon fils qui me parle de toi la première fois en 2000. Je crois qu'il a créé sa première startup. Il avait 17 ans ou 18 ans, donc ça doit être 2018-2019. Je pense que tu venais de te créer. Tu venais de Ouais, créer pareil. Lemlist. C'est ça, hein? C'était Ouais, c'est 2018, je ça. crois, 2019. Ouais. Et il me dit, ouais, tu devrais regarder ce jeune-là, Guillaume Houbèche, il est comme toi, il est super positif. En plus, il fait un super produit. Il était devenu client pour sa startup, il était devenu client Lemlist, donc c'était peut-être un de tes tout premiers clients. Ah, ça fait plaisir. Et je, ouais, et je me souviens, je vais voir tes posts et je me dis, mais c'est un Américain, il prend des risques de malade de parler comme ça en France, parce qu'il parle de chiffres, il parle d'ambition, il dit qu'il va faire un business de malade. Et malgré tout ça, malgré ce discours, tu vois, moi, quand je parle comme ça, tout de suite, on me traite d'arrogant ou d'américain. Pire. Tu vois, le pire que l'arrogant, c'est l'américain pour beaucoup de, pour beaucoup de gens. Mais toi, tu as réussi à avoir ce narratif et ce discours tout en créant un capital sympathie extraordinaire. Avec des suivis, je vois les commentaires, etc. Donc, tu t'es créé un personal branding et une communauté hyper positive, capital sympathie très élevé, alors que tu as un discours sur les chiffres, sur le succès très américain qui ne plaît pas souvent en France. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment tu as réussi à faire ce truc-là en ayant ce discours américain et en étant si apprécié des jeunes entrepreneurs et même des jeunes Français en général. C'est gentil déjà, parce que j'avoue que je pense qu'il y a plusieurs niveaux, mais de façon générale, je regarde pas forcément trop tous les commentaires, etc., que je fais quand je vais publier des vidéos ou des posts. Moi, je suis plutôt dans un monde où j'essaye de regarder un petit peu ce que j'ai fait, là où j'ai fait des erreurs, d'essayer d'être très humble par rapport au succès parce que objectivement, tu vois, réussir à faire une boîte valorisée à plus de 150 millions, bootstrap, sans rien, tu vois, vendre une partie de ses parts, enfin, la situation dans laquelle je suis, euh, on peut se dire qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a fait plein de choses. Et oui, tu vois, j'ai passé du temps, mais le facteur chance, il est présent, tu vois. Et il est présent pour tous les entrepreneurs. Après, il y a des choses peut-être que j'ai réussi à comprendre, que d'autres personnes ont mis plus de temps à comprendre. Et en fait, moi, c'est ces points-là que j'essaye de partager en fait, avec les gens autour de moi. J'essaye de me dire qu'est-ce que le Guillaume d'il y a une semaine, un mois, un an, il aimerait savoir ou il poserait comme question au Guillaume que je suis maintenant. Et c'est un peu comme ça que j'essaye de créer mon contenu. Sans, évidemment, il y a des fois où bah, je suis content de partager, tu vois, des milestones qu'on a atteints et des choses, tu vois, des super nouvelles pour la boîte parce que je pense que ça fait partie de l'aventure. Mais je parle beaucoup aussi des moments difficiles, des moments de solitude, tu vois. Enfin, moi, j'ai été longtemps dans la boîte sole founder. Donc, en fait, tu vois, c'est des choses où tu dois prendre toutes les décisions toi-même. Il y a eu des fois où, en fait, pour mes parents, être entrepreneur, c'était pas forcément, ils comprenaient pas trop, tu vois? Parce que, quand ils m'ont vu faire une école d'ingé après la fac, ils étaient trop contents. Après, ils se sont dit: «Bon, il va faire du commerce». À la base, pour eux, le business, c'est pas un métier, en fait, tu vois? Donc après, comme j'étais à HEC, ils se sont dit: «Bon, bah, c'est cool, il a réussi à avoir HEC, c'est quand même, c'est prestigieux et tout». Mais et après, quand je leur dis que je vais lancer une boîte, enfin, là, ils sont là en se disant: «Mais enfin, pourquoi?» tu vois? Enfin, tu pourrais avoir un bon travail, tu pourrais, et donc tu vois, tu as ces moments où, moi pendant, plus d'un an, je parle plus à mes parents parce que, bah, tu vois, à chaque fois qu'on se voit, à la base, on faisait les repas du dimanche, classiques. Bah, en fait, toutes les semaines, j'ai la même question, «Quand est-ce que tu te payes? Quand est-ce que tu te payes? Est-ce que ça va? Vous en êtes Ouais. où?» Et en fait, tu sais, ça te met un peu une pression qui est pas Ça a duré nécessaire. que un an, ça, Ouais, j'ai eu la cette chance, période-là? bah, ça a duré un peu plus parce qu'entre le moment, j'ai lancé une agence où, je commençais à prendre un peu d'argent, puis après j'ai décidé d'arrêter. Je suis parti, essayer de monter la boîte en Russie avec des développeurs là-bas. Sauf que là-bas, il y a quelqu'un qui a failli se faire tuer dans mon immeuble. Donc bref, c'était que des histoires un peu folles et je suis rentré en France après. Ouais. Mais du coup, ouais, mes parents, ils se posaient quand même des Waouh. questions, tu vois? Ils se disaient: «Qu'est-ce que tu vas faire en Ouais. Russie?» Enfin, tu vois? Ils étaient, et tu vois, j'avais de moins en moins d'argent. Tout ce que j'avais économisé en travaillant,
bah, ça commençait. J'hésitais à aller redonner des cours parce que les cours, c'était là où j'avais le plus de levier, en fait, en tant qu'étudiant. Tu vois, en chimie, j'étais très bon en chimie organique et c'est là où les étudiants en médecine, ils sont nuls. Donc, en fait, tu te faisais payer 50, 100 balles de l'heure pour donner des cours, tu vois, en chimie orga. Donc, moi, je pouvais faire, je sais pas, 15-20 heures par mois. Et donc, même après HEC, je me disais, si ça se trouve, je vais me remettre à donner des cours de chimie orga parce que j'aimais bien ça. Comme ça, tu vois, je pourrais faire un mini salaire à côté de l'Emlist. Et puis, j'ai eu la chance, en fait, que l'Emlist prenne assez rapidement. Et puis, en fait, à partir de là, ça a permis aussi aux gens autour de moi de se rassurer. Mais je l'ai quand même vécu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se reconnaissent dans tout ça. Et c'est ce que j'essaye de partager aussi, quoi. Ouais, mais tu vois, ce que tu dis, c'est en fait dans ton personal branding, d'être hyper positif sans que ça soit perçu comme de l'arrogance et donc qui n'est pas apprécié en France. Toi, ce que tu dis, c'est que en fait, tu t'es positionné comme un entrepreneur, en tout cas comme une personne humble, mais qui parle business et qui parle succès. En fait, tu vois, moi, je me suis creusé la tête parce que je me suis dit, moi, si je faisais les posts que fait Guillaume, on me traiterait vraiment de, tu vois, le plus gros arrogant du monde, le mec, il a le melon, mais pour qui il se prend, tu vois. Mais toi, ça prend. Et donc, en Mais fait, après, tu je me peux suis parler des dit, moments. Je pense que toi, tu vois, tu pourrais clairement parler des moments difficiles que tu as eu, tu vois. Des moments bah, de j'en parle doute. peut-être pas assez. En fait, c'est ça que tu es en Ouais. train de m'apprendre. Parce que ça, en fait, c'est difficile à faire. Tu vois. Ouais, c'est Moi, j'aime pas difficile. parler de mes erreurs. Tu vois, c'est pas Voilà, et puis on agréable n'est d'en pas parler. éduqué, et on n'est pas éduqué comme ça. J'imagine que tes parents, c'était la même chose. Ouais. Moi, mes parents, ils voulaient pas m'entendre me plaindre. Si tu veux, Ouais, si ouais. je me plaignais, c'était va dans ta chambre, quoi. Mm, mm. Donc, en fait, comme on a été éduqué comme ça, en fait, on ne parle que du côté positif, ce qui nous rend probablement et même sûrement arrogants. Et toi, ce que tu as réussi à faire, c'est que tu as réussi à parler de succès, d'énormes succès, tout en restant humble, en tout cas une vision de toi-même très humble, parce que tu parles aussi beaucoup de tes problèmes et beaucoup de tes échecs. Je pense que je sais qui je suis, tu vois. En fait, le truc, c'est que je trouve que l'argent et le succès, ça peut changer certaines personnes. Tu vois, ça peut amplifier certains côtés de certaines personnalités, ça amplifie les insécurités, ça amplifie plein de choses en soi, tu vois, parce que l'argent, je vais pas dire que l'argent, ça rend pas heureux, tu vois, parce que ça serait faux. L'argent, ça a un impact sur ton bonheur, sur ta qualité de vie, sur plein de choses. Mais par contre, ça a aussi des impacts, enfin un impact qui peut aussi être négatif sur certains côtés. Et c'est vrai que moi, j'ai été amené à me poser beaucoup de questions, tu vois, quand j'ai atteint un stade où, bah, avec l'argent que j'avais, je pouvais me dire que j'avais plus besoin de travailler de toute ma vie à 30 ans, enfin, tu vois, ce qui est quand même assez lunaire. Et en fait, Ouais. je me suis dit, bah, quelle vie j'ai envie de mener? Et en fait, je me rends compte que la vie que je veux mener, c'est la vie que j'ai toujours menée. Et c'est ça, en fait, le vrai succès. C'est d'être dans la Mm. vie que tu as envie de mener. Parce qu'il n'y a que le moment présent qui compte. Et il faut que le moment de présent, tu sois en train de créer, en train de découvrir, en train d'avoir de nouvelles expériences. Et c'est ça, tu vois, qui pour moi te rendra Mm. heureux dans ton succès ou dans ton aventure, en fait. Ouais. D'être dans ta zone de génie et ta zone de liberté. Mais ça, on va en Exactement. parler aussi après. Mais pour terminer sur le chapitre personal branding, euh, à la base, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parce que c'est une décision, hein, c'est une vraie Ouais. décision, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est une envie de briller, de faire parler de toi? Est-ce que c'est une envie de valoriser et de faire avancer aussi évidemment ta boîte et le succès de ta boîte? Est-ce qu'il y a eu d'autres leviers en fait qui t'ont poussé à prendre cette décision de te dire je vais passer une partie de mon temps sur mon personal branding? Ouais, en fait, je vais te raconter un peu l'histoire, la genèse de ce projet et pourquoi en fait j'ai décidé de continuer. En gros, à la toute base, mon objectif c'était de lever des fonds, comme tout bon start-upper de la Startup Nation qui avait un bureau à Station F. Sauf que je me suis fait recaler par bah, tous les fonds de la place. Du coup, je me suis dit, bah, Comme t'as pas moi, le hein. choix et t'as pas du coup, t'as pas le choix, t'as pas d'argent. Donc en fait, qu'est-ce que tu Ouais. peux faire pour réussir à choper des clients quand t'as pas d'argent? C'est un, faire de la prospection par mail, ce que je sais faire et c'était mon outil. Donc en fait, c'était logique de faire ça.
et deux, potentiellement du contenu, tu vois? Parce que, sur le long terme, c'est, le contenu qui peut te rapporter des clients, en plus de façon, automatisée. Et donc j'étais là, OK, je vais faire à fond de la prospection et je vais commencer à documenter mes campagnes de prospection. Parce que, tout le contenu que je voyais en ligne, je le trouvais assez pourri. C'est du contenu en général, tu sais, qui est écrit par des gens qui font du marketing parce qu'eux, ils savent très bien comment optimiser le contenu pour qu'il rank sur Google et que ça soit le premier contenu visible. Sauf que du coup, tu as des des gens qui font du marketing qui te parlent de prospection commerciale et c'est pour ça que souvent internet est un peu vide de sens, tu vois? Parce qu'il y a plein de fois où les articles ont juste été écrits parce que la personne voulait, amener du trafic pour le convertir et cetera, sans avoir, de vraie expertise. Et donc ça a commencé à plutôt bien prendre sur la partie prospection. Et en parallèle à ça, il y avait, Maxime Berthelot qui était fondateur de Pixelme, qui commençait à écrire des articles où il documentait la façon dont il faisait grossir sa startup. Et par, cet article-là, je découvre, tu vois, un partenaire potentiel, aux États-Unis. Et en fait, je me dis: «C'est ça la vie», tu vois? La vie, c'est vraiment, le partage. C'est grâce à un article comme ça que moi, j'ai eu une info qui aujourd'hui va m'aider à développer mon business et grâce à cette info-là, j'ai pu, du coup, faire une opération avec un partenaire aux US, la première année qu'on a lancé l'Emlist et faire, 160 000 $ sur la première opération et la deuxième plus de 200. La première opération, moi, je prenais 30 et la deuxième, je prenais, quasiment 50. Donc pour une première année, tu vois, c'était génial. Et en fait, ce truc-là, du coup, ce que Maxime avait fait sur comment on est passé de 0 à 10 clients, comment est-ce qu'on a fait telle opération, machin, j'ai commencé à le faire et j'ai adoré en fait cet exercice de se poser devant son écran et de commencer à écrire sur ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qui a marché? Comme ce que tu ferais quand tu as des investisseurs chez toi, tu vois? En gros, c'est Mmh. quoi les highlights? C'est quoi les lowlights? Où est-ce que j'aurais besoin d'aide? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait et qu'est-ce que je veux faire? Et en fait, juste cet exercice qui est un peu, tu vois, une sorte d'introspection, Mmh. face Ouais. à toi-même, en fait, j'ai trouvé que c'était super puissant comme exercice et je me suis dit: «Tiens, je vais le publier et je vais voir, ce que les gens en pensent», tu vois? Et en fait, en le publiant sur Medium, parce qu'à l'époque, c'était Medium, là où on publiait les Mmh. articles, j'ai reçu énormément de messages, de commentaires. Tu vois, je l'ai partagé une fois que je l'ai écrit, évidemment, je l'ai partagé dans plusieurs communautés de startups, un peu partout et je leur ai dit: chaud que vous me donniez votre avis» et j'ai vu qu'en fait, les gens, ils adoraient et donc j'ai commencé à le faire et puis j'ai pris cette habitude et en fait, après ces très longs articles qui duraient parfois, je sais pas, 20 minutes de lecture, en fait, je me suis dit: «Ouais, je pourrais peut-être en faire des posts un peu plus courts», tu vois? Et donc, j'ai commencé à en faire des posts, sur LinkedIn et puis petit à petit, ça a pris et je pense que ce que les gens ont apprécié aussi, c'est que le Guillaume du début et le Guillaume de maintenant, ils partagent toujours les mêmes choses, mais juste à des niveaux peut-être, un Mmh. peu différents. Mais si tu as envie d'aller regarder ce que j'écrivais en 2018 ou quoi, en fait, tu peux toujours retrouver, tu vois? Tu peux retrouver mes vieilles vidéos, tu peux retrouver, Je te confirme, et je les ai vus. En fait, là, ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle maintenant un peu le construction sharing. En fait, tu partages complètement toutes les étapes de construction de ta boîte. Donc, toi, tu as fait partie des précurseurs sur cette méthodologie que tu as récupérée de cet autre entrepreneur américain. Donc, tu as su comprendre les avantages et le pouvoir et la puissance potentielle de faire ça. Mais c'est une grosse prise de risque. Donc, on en revient tout à l'heure aussi au sujet de la relation au risque. Pour moi, c'est un double risque et c'est un risque que moi, j'ai pas voulu prendre. Donc, bravo, parce qu'en fait, tu as déjà le risque du temps que tu y passes. Tu n'es pas sûr que ça va marcher. Donc, ouais, tu share the construction of your company of Lemlist. J'imagine que vu la qualité et le succès que tu as eu, c'est que tu y passes beaucoup de temps, donc c'est quelque chose que tu fais tous les jours et donc tu es pas sûr que ce travail va payer. Donc ça c'est le 1er risque et le deuxième risque, qui est encore plus élevé, c'est que si your construction project ne marche pas, bon, bah, tu peux passer un peu pour un ouais. con. Tu as partagé pendant 10 ans, comment tu as construit ta startup et puis en fait ta startup, elle se vend 1 € symbolique, au bout de 10 ans. Ça te met Heu, plus de pression pour réussir. voilà, donc le double risque, je le vois là et vraiment non, c'est bien joué. C'est vraiment bien joué et c'est super impressionnant quand ce double risque en fait devient, un double atout quoi, donc
Ouais, Je après, pense que après enfin, tu vois, je pense que t'es pas. Il y a plein de. Là, tu vois, je suis en train de monter une nouvelle boîte, du coup, avec ma copine. Et en fait, je sais que pour cette boîte-là qu'on est en train de faire, on partagera vraiment quasiment rien, tu vois, sur. ouais, mais ça, Je c'est parce que tu as partage. réussi la première. Donc maintenant, tu peux, tu peux te permettre Mais parce que c'est d'être aussi plus un relax. monde où on peut pas trop partager, tu vois. Et en fait, je Ouais, pense que ça dépend de ton ça dépend industrie, des ça business. dépend de la cible, mais bien Ouais, sûr, ouais. ouais. Alors, bonne transition. Bootstrap et le début de l'Emlist. Donc, on va pas parler du début de ta nouvelle startup Ouais, avec ta ouais, copine. ouais. Là, on va revenir. Si, on peut en parler après, hein, mais là, on va faire en ordre chronologique. Ouais, On va reparler donc des débuts de l'Emlist et du Bootstrap. Donc, l'Emlist, c'est quand même un succès ultra rapide, hein, puisque ça n'a que 7-8 ans, plusieurs dizaines de millions d'ARR. Donc, c'est extrêmement, extrêmement rare. Mais comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus, on tire beaucoup plus d'enseignements pour nos jeunes auditeurs sur le démarrage et donc sur les difficultés du démarrage. Donc, ça a été quoi tes plus grosses difficultés? On a compris que tu as intéressé aucun VC, comme moi, hein. Moi, mon premier VC, il est rentré à mon capital quand je faisais 1,5 million d'EBITDA, hein. ouais, Mais avant putain. ça, j'ai jamais eu. Avant ça, j'ai eu que des no-go comme toi. Donc, comment tu expliques pourquoi toi qui t'analyses et qui analyse les situations et qui te connais bien toi-même, comme tu dis super bien, comment tu analyses le fait que des VC soi-disant hyper intelligents, hyper renseignés sur les modèles et sur ce qui fonctionne, comment tu expliques qu'ils ont raté l'Emlist et qu'ils ont raté Guillaume Moubache? Et deuxième, et ensuite, par la suite, voilà, quels ont été les moments les plus difficiles? Tu as eu un an où tu n'osais même plus aller chez tes parents parce que tu n'osais pas leur dire que tu pouvais toujours pas te payer et que tu étais au bord du dépôt de bilan. Moi, ça a À la duré Pasta Box. 4 ans. Moi, ça a duré 4 ans, cette Ah ouais. période, hein. Donc voilà. Et quand est-ce que tu t'en es sorti? Quand est-ce que tu as senti que tu t'en sortais et que ça y est, tu allais devenir un début de succès? Voilà. Donc trois questions en une. Ouais. Alors, je pense qu'au tout début, bah, ce qui est le plus difficile, comme n'importe quel entrepreneur, c'est de trouver des clients et de réussir à convaincre. Enfin, tu vois, enfin, convaincre ses clients ou ses prospects, c'est extrêmement dur, surtout dans le software. Parce qu'en 2018, quand on s'est lancé, tu es quand même à un stade où il y a déjà des très bons produits qui existent sur le marché. Donc, les gens, ils ont des attentes en termes d'interface, de design, de fonctionnalité. Enfin, nous, on rentre sur un marché qui est très compétitif, avec des acteurs qui existent depuis 2012-2013, donc qui ont 5 ans d'avance sur nous au niveau des fonctionnalités. Et donc, j'avais du mal à comprendre quel est vraiment notre edge et où est-ce qu'on va se différencier. Et les fonds, en gros, quand ils me regardent, ben, j'arrive pas à les convaincre non plus. Et puis, tu vois, ils se disent, le mec, c'est un ingénieur chimiste qui a fait, oui, HEC en passerelle, donc c'est pas un vrai HEC. Et il nous dit qu'il veut se lancer, et qu'en plus, il veut se lancer sur le marché américain en étant français. Tu vois, il y a quelqu'un qui vient me voir comme ça aujourd'hui. Je suis pas sûr que j'investis non plus, tu vois. On va être transparent, quoi. Après, la réalité, c'est que ouais, je pense, ce qui était difficile, c'est que plus je discutais avec des VC ou des potentiels investisseurs au départ, donc ça a dû prendre, tu vois, j'ai dû faire ça pendant 2 mois en même temps que je testais des choses, et plus en fait, je sentais la négativité qui s'installait, dans le sens où je pense que on a tous énormément de croyances limitantes, et en France, une des plus grosses croyances limitantes, c'est de penser qu'un business qui est digital ne peut pas être lancé depuis la France pour aller conquérir le marché américain. Et donc ça, c'est plus je discutais avec ces VC et plus je commençais à me créer cette barrière que je n'avais pas Ouais. en fait initialement parce que je pense que j'étais trop naïf. Mais ma naïveté m'a permis en gros de lancer ces campagnes de prospection partout aux US et de commencer en gros à avoir 3 régions dans lesquelles… En fait, moi, je me suis dit, c'est simple, j'ai pas d'argent, mais j'ai beaucoup de temps, tu vois. Donc, je sais que j'ai une capacité de travail de chien de la casse parce que j'ai travaillé en même temps que mes études quand j'étais à la fac. Tu vois, j'ai toujours eu 2 jobs plus mes études. J'étais quasiment major de promo à chaque fois et c'est pas parce que j'étais naturellement talentueux, etc. Je passais beaucoup plus de temps à la bibliothèque que les autres. J'allais pas beaucoup en cours, mais j'apprenais beaucoup dans les livres. Donc j'avais la chance d'être très autodidacte, mais de travailler beaucoup. Et donc quand j'ai commencé en fait au début mes campagnes de prospection, je me suis dit, il y a énormément de fuseaux horaires sur cette planète.
moi, je peux parler à des gens n'importe quand. Donc, je vais faire Europe, Asie, tu vois, APAC, quoi, Asia-Pacifique avec l'Australie et États-Unis. Je vais faire mes 3 campagnes et je vais voir avec qui ça close le mieux, quoi. Et donc en France, les gens, c'était des vrais crevards qui voulaient toujours étendre leur essai gratuit. Ils disaient qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de tester, machin, machin. Et en fait, je me rendais compte qu'en Australie et aux États-Unis, j'avais une mentalité assez similaire de personnes qui étaient OK pour tester et payer, en fait. Même si le produit n'était pas du tout abouti, mais parce qu'on avait un différenciateur qui permettait en gros de rajouter beaucoup plus de personnalisation et donc d'avoir des meilleurs retours. Et en fait, avec ça, je me suis rendu compte dès le départ que je closais beaucoup plus rapidement aux US qu'en France. Et donc, j'ai totalement arrêté en fait et tu vois, de me développer sur ce marché-là. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, quand on a atteint les 10 millions d'ARR et qu'on a commencé à faire beaucoup plus parler de nous en France, les gens pensaient qu'on était une boîte du coup américaine. Et c'était drôle parce qu'à l'époque, en fait, on avait à 10 millions d'ARR, c'était en 2021, donc depuis, on a fait quasiment x5, mais tu vois, on avait 80% de notre base qui était américaine. Et ça, en fait, les gens, ils ne comprenaient pas, quoi, tu vois. Et parce que après, moi, tu vois, j'étais dans un mood où mes premiers employés, ils étaient en Serbie. Je prenais des gens qui avaient la dalle comme moi quand j'étais en école, tu vois, ou à la fac et que je travaillais. Donc, en fait, je savais que c'était des étudiants qui, eux, voulaient travailler le soir pour se faire de l'argent. Donc, en fait, je leur donnais un night shift. Donc, c'était des gens très brillants, tu vois, qui parlent un anglais parfait, qui venaient faire le support de 20h à 3h du mat. Donc, comme ça, on couvrait les US aussi. Moi, je reprenais soit tôt le matin, mais tu vois, ces shifts de 7h du mat à minuit, 1h, je l'ai fait, enfin, tu vois, c'était… Et je ne suis pas là à dire qu'il faut grinder des milliers d'heures, etc. Mais la réalité, c'est que si tu travailles plus au départ et que tu as la capacité de le faire, en fait, fais-le parce que franchement, il y a un moment, c'est juste, tu vois, c'est assez mathématique, quoi. Mais donc, tu es passé de 0 à 10 millions d'ARR en seulement 3 ans, ce qui est quand 3 ans même et demi, ouais. Ouais, 3 ans et demi. Ce qui est, ouais. tu vois, dans les 100, 120 boîtes, dans les 120 startups dans lesquelles j'ai investi, soit à titre perso, soit via Tomcat, je pense qu'il y en a, il y en a une seule qui a fait ce track record. Et elle est basée en France, hein, donc c'est effectivement assez extraordinaire. Et ce que tu disais, tu vois, sur le marché, c'est vrai qu'en France, en fait, les acheteurs sont plus dans une démarche d'économie. C'est-à-dire le mental, c'est qu'est-ce que tu vas me faire économiser? Ouais. Alors que les anglo-saxons sont plus dans la valeur, la création de valeur. Si j'achète ton outil, et moi, ça m'avait vraiment surpris ça. Si C'est qu'est-ce j'achète que je ton gagne? outil, c'est qu'est-ce que je gagne? C'est-à-dire, si je mets 10 dans ta machine, combien moi je gagne? Alors qu'en France, si je mets 10 dans ta machine, combien j'économise? Ouais, non, mais c'est exactement et, ça. Mais c'est horrible, hein. et tu vois, un des trucs, voilà, et quand tu as compris ça, parmi tous les enseignements qu'on donne à la Tomcat aux jeunes entrepreneurs, on leur dit arrêtez de dire que vous faites gagner du temps et de l'argent. Parce qu'un entrepreneur français, dans son deck, il y aura Ouais, toujours c'est ça. ah ben moi, mon objectif, c'est de faire gagner du temps et de l'argent à mes clients. Je leur dis non, faites un calcul de ROI. Combien votre client va gagner s'il achète votre solution? Et d'ailleurs, même faites peut-être un partage de valeur. Et ça, je ne sais pas si tu as ça dans ton modèle économique aussi, ou si tu es sur de la facturation SaaS classique. On est sur une facturation SaaS classique. C'est un gros questionnement en ce moment puisque tu vois, avec l'IA, en fait, la complexité qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est qu'on a des clients qui nous utilisent, qui vont vendre. Tu vois, donc typiquement, ce qu'on pourrait faire, c'est faire payer au meeting. Parce qu'on sait que quand tu as un meeting avec quelqu'un en outbound, ton taux de closing, mettons, est de 25%. Donc, on pourrait se dire que toutes les 4 meetings que la personne a, il y en a un qui close. Là où c'est complexe, c'est de savoir avec exactitude quelle est tu vois, la valeur du deal et ce que Ouais. tu peux prendre dessus. Parce que tu en as qui Mm. ont… en fait, tu en as… Moi, en gros, si tu veux, dans le passé, j'avais une agence de prospection. Donc, tout ça, c'était ce que je faisais, tu vois. Et en fait, la réalité, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'en fait, toi, tu as beaucoup plus de valeur pour des gens qui vendent des produits qui coûtent cher, parce que chaque meeting a évidemment plus de valeur, mais qui ne sont pas prêts
à payer une valeur proportionnelle à la taille de ce qu'ils peuvent closer. Et donc, du coup, tu vois, c'est pour ça que dans notre business model, on a vraiment lié ça à l'utilisation, ce qui Ouais. fait sens puisque plus tu l'utilises, plus tu as de rendez-vous et donc tu as une corrélation un peu dans ce sens-là, mais pas aussi corrélée que ce que tu pourrais avoir avec ouais, un prix Ouais. par meeting, par exemple. Mais après, on va parler de ce fameux SaaS apocalypse. Et donc là, malheureusement ou heureusement, tu vas peut-être devoir revoir ton modèle économique à cause de cette situation. Mais on va en parler après. On n'a pas fini sur le début et le bootstrap. Donc, 3 ans pour arriver à 10 millions et demi. Donc, méga succès en 3 ans. Tu dis non, quoi. Tu dis non. Les VC disent non. Aucun VC ne te finance. Tu laisses tomber la voie VC, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet de discussion avec beaucoup de jeunes entrepreneurs qui n'arrivent pas à lever auprès des VC traditionnels, on va dire. Donc toi, tu décides de faire no-go et d'abandonner tes efforts auprès de la cible VC en combien de temps? Et surtout, bah, comment tu finances? Alors, j'imagine que oui, tu as réussi à signer des clients très vite et faire rentrer du vrai cash client et non pas du cash VC. Mais sur quelle durée, comment ça s'est passé cette période-là et comment c'était dans ta tête où tu t'es dit, bon, bah, je laisse tomber le VC route et je fonce pour générer du chiffre d'affaires qui va me permettre de survivre? Ouais, en fait, si tu veux, je pense que j'ai passé peut-être 2 mois, on va dire, où je rencontrais plein de VC et j'essayais de faire en sorte que ça avance. Mais mon focus, ça restait toujours de closer un maximum de clients parce que je me suis dit: «Plus je close des clients, plus mes meetings avec les VC seront, potentiellement, positifs». Et puis, en fait, au bout d'un moment, après plus je me prenais de rejet et plus je me disais: «En fait, je perds du temps», tu vois? Enfin, c'était des meetings qui n'avaient pas de sens. La plupart des gens, ils comprenaient pas l'industrie dans laquelle on était. Enfin, tu vois? Je trouve que le niveau des VC, surtout en France, tu en as quelques-uns qui sont très, très bons et brillants. Tu en as beaucoup, tu vois, qui sont vraiment pas bons, tu vois? Enfin, c'est c'est pas méchant, tu vois? Mais une industrie, ils la comprennent pas, quoi, tu vois? Ils vont pas faire la différence entre de l'email marketing et du sales automation, ce qui n'a vraiment rien à voir et n'importe quelle personne qui connaît un peu, ce que tu fais dans un business et les différents champs d'action comprend, tu vois? Et même après leur avoir expliqué, tu vois? Tu as un truc qui s'adresse aux sales, un truc aux personnes marketing et du coup, ils étaient là: «Ah, ah», mais en fait, ils comprennent pas et donc en fait, je trouvais que c'est des discussions qui étaient pas forcément enrichissantes et ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs avec, les VC, anglo-saxons, donc soit Angleterre ou États-Unis où là, tu as des gens en fait qui font tu vois, qui prennent une industrie ou un segment et qui le diguent comme des malades, qui se font une conviction très très forte sur 2 visions qui peuvent réussir à gagner dans ce segment-là, qui parlent à plein de top boîtes qui ont des problématiques dans ces segments-là. Et quand ils arrivent, toutes les questions qu'ils posent, leurs idées et tout, c'est super pertinent, tu vois. Mais en France, moi, j'avais pas ça, j'avais pas ce ping-pong. Et donc, très rapidement, je me suis dit, bah écoute, ils veulent pas de moi, bah c'est pas grave, hein, tu vois, il y a un moment où faut que je vais faire les choses par moi-même. Et le seul truc, en gros, auquel je me rattachais, c'était le pourcentage de croissance qu'on avait chaque mois sur l'Emlist. Donc, je pense que le premier mois, on était à peut-être 700 ou 1000 euros de MRR. Et en fait, de mois en mois, on a grossi entre 20 et 30% de mois en mois du début de l'Emlist jusqu'aux 10 millions. Tu vois, où à 10 Wow. millions, on était peut-être à 15% de croissance mensuelle. Et en fait, par la suite, je crois qu'à 14 millions sur l'Emlist, on a commencé à avoir un ralentissement. J'ai racheté à ce moment-là d'autres boîtes, donc ça a fait un peu un build-up, mais on a eu une phase où on était un petit peu sur un plateau de dette technique, tu vois, où je dirais que la croissance s'est vachement ralentie. Et depuis 2 ans maintenant, c'est vraiment reparti comme avant, entre guillemets, mais avec notre scale, quoi. Du coup, Hmm. pas aussi month over month, un peu plus maîtrisé, mais toujours une très belle croissance. Hmm. Mais tu vois, ce que tu dis sur les VC qui comprennent pas vraiment le marché, qui comprennent pas vraiment la vision, euh, en, tu vois, en 2000, quand j'ai créé ProEPCE, c'était le cas. Je te confirme, je leur présentais un HR Benefit Software en 2000, ils comprenaient rien. Je leur parlais de Larry Ellison qui avait créé Oracle, le premier Enterprise Software en 1985 ou 4.
que j'avais eu la chance de rencontrer à Boston en 1989, ils ne connaissaient même pas Larry Ellison, si tu veux. Ouais. Donc ça en 2000, je peux le comprendre. Mais en 2018, j'ai du mal à comprendre que tu vois, ils étaient toujours pas, en tout cas, le niveau de maturité et le niveau de deep dive, comme tu évoques sur les fonds américains, où effectivement, là, le deep dive, il est plus que deep dive. Et donc, les convictions derrière, elles sont très claires. Et ensuite, ils attaquent sur tous les fronts pour essayer de trouver le winner sur chacun des deep dives. Je suis surpris. Alors, moi, ma dernière levée de fonds, elle date de 2012, si tu veux. Mais je suis surpris qu'en 2018, c'était encore ce niveau-là, tu vois. Je Mais c'est pensais encore le cas que maintenant, hein. Enfin, je Ouais, te dis, tu penses? Ouais. bah, je vais te donner un exemple très récent. Et une fois de plus, tu vois, je pense qu'il ne faut pas du tout mettre tous les investisseurs de la place dans le même panier parce que déjà, de un, au sein du même fonds, tu as plein de gens très différents et tu as des niveaux qui sont très différents. Et ensuite, entre les fonds, il y a aussi parfois des grosses différences. Mais récemment, il y a quelqu'un qui m'a contacté parce que du coup, il s'intéressait à un sujet spécifique. Et donc, un de nos concurrents essaye de lever depuis pas mal de temps et il galère beaucoup. Et donc, lui, il voulait un peu des insights sur le marché, que je lui redonne un peu nos chiffres pour pouvoir comparer bootstrap, non bootstrap, tu vois, etc. Et en fait, quand je lui demandais, mais je lui dis, mais c'est quoi ta conviction sur ce marché, tu vois, enfin, qu'est-ce que tu as regardé, machin. Et en fait, ils n'avaient pas de conviction, tu vois. Ils n'avaient pas de. Mm. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu un deck. Et au lieu de se dire, on va vraiment diguer, regarder, tu vois, faire nous-mêmes une analyse concurrentielle, aller parler aux clients, essayer de comprendre. Non, ils n'ont pas fait ça, tu vois. Ils se sont dit, bah oui, il y a Guillaume qui a l'air d'être un entrepreneur accessible, qui a monté un concurrent. On va l'appeler, on va lui poser des questions, tu vois. Et ce qui est, Et gentiment, il va tout nous donner, il va tout nous Ouais, non, dire. mais tu vois, ce qui est sympa, tu vois, et j'ai pas de problème à le faire, et voilà, et au moins, tu vois, ils font un peu de recherche avant d'investir, ce que je respecte, tu Ouais, vois, mais en fait, je me disais, c'est pas comme ça. Enfin, tu vois, genre, je parle avec des fonds aux ouais, US, enfin, tu vois, moi, je connais bien Lightspeed, A16Z, tu vois, les Sequoia, les Accel, les machins, mais en fait, eux, ils arrivent, ils ont 1 ou 2 semaines max, 10 jours, ils se mettent à fond avec leurs analystes sur, tu vois, genre, une verticale, et ils se disent, OK, ça c'est notre thématique, c'est quoi les players du moment, avec AI agent dans telle industrie, de tel machin, de telle verticale, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le right to win, où est-ce qu'on va, enfin tu vois, et genre, c'est juste un autre niveau, quoi, c'est un autre niveau de ouais. business en fait. En fait, c'est une méthodologie et une stratégie complètement différente et une relation au risque complètement différente. Et tu vois, moi, je suis LP dans une vingtaine de fonds depuis 2015, je crois qu'on en avait parlé. Ouais, Et en fait, quand je regarde la méthodo, la stratégie et les invests en général, c'est souvent en fait du follow-on de fonds américains. Donc il y a cette stratégie, tu vois, les fonds français en fait, ils essayent d'avoir un side share sur un deal US. Donc tu vois, le fonds US, il met sur les séries A, il va mettre, ou série B, ils vont mettre entre 5 et 10. Et le fonds français, il essaye de mettre 500 000 en ouais, side share. Donc ça, c'est une des stratégies que je vois dans les fonds dans lesquels je suis. Donc effectivement, comme tu le dis, il y a zéro conviction. Là, c'est juste on suit. Euh, et ensuite, il y en a d'autres qui essayent d'avoir des convictions et de prendre des risques. Il y en a peu, mais ils se plantent beaucoup, ceux-là. ouais, Et ils se plantent sur des, tu vois, 40% du fonds qui part à la poubelle les 3 premières années du fonds. Donc là, on est on n'est pas dans un J-curve, là, on est dans un, tu vois, là, ça va directement au fond, là. ouais, Et le problème de ça, c'est que, en tout cas, c'est mon analyse après 10 ans, après avoir investi dans des fonds français, c'est que le J-curve, il peut fonctionner, cette prise de risque maximale, elle peut fonctionner aux US parce que tu as un énorme marché, tu as un énorme marché de l'exit, et donc des exits à 1 milliard, 10 milliards, 100 il milliards, y il en y a en a. plein. Ouais, Voilà, il y en a plein. Et donc le fonds qui perd 40% de la taille de son fonds les 3 premières années, bon, potentiellement, il s'en fout parce qu'il sait que sur 2, 3 deals, donc c'est le modèle probabiliste classique de la Silicon Valley, il sait que voilà, il va peut-être avoir 1 ou 2 exits à 10 milliards plus. Et donc ça va lui permettre de rendre et de servir les 3, 4, 3, 4X à ses LPs.
Mais le problème en France, c'est que ce genre d'exit, en fait, il n'y en a pas. On le Ouais, ça voit sur n'existe pas. tous les ans, je regarde les rapports d'Avolta désespérément en me disant ça y est, ça y est, l'exit moyenne va dépasser les 100 millions. Et non, ça fait 10 ans qu'on reste sur des exits moyennes à 20. Alors il y a 10 ans, c'était 20 millions. Je me souviens, c'était le Ouais. premier rapport d'Avolta. Il y a 10 ans, c'était 20 millions. Et celui de l'année dernière, qui est sorti il y a quelques semaines, c'est 25 millions. Bah ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est frustrant ça. Comment t'expliques que, tu vois, en France, on a des top ingénieurs, on a des top business schools, on a quand même un marché assez important. Bon, ok, on n'est pas à 350 millions d'Américains, mais quand même, on est 70 millions. Et puis, on a un marché européen qui, certes, c'est pas les 50 states, c'est 25 ou 27 pays, tous différents des uns des autres. Mais comment t'expliques, toi, que, tu vois, moi, c'est un truc, il y a 10 ans, quand on m'a dit, attends, les exits, c'est que 20 millions en France, moi, j'ai répondu, ouais, mais t'inquiète pas, c'est normal, on a 10, 20 ans de retard sur les États-Unis. Mais ça va Donc, changer. dans 10 ans, voilà, dans Ouais. 10 ans, t'inquiète pas, ça sera 100, 150 millions, les exits en France. Et en fait, 10 ans plus tard, c'est 25 millions. Donc, et j'arrive pas à répondre vraiment, alors j'ai des éléments de réponse, mais je suis curieux d'avoir ton analyse sur cette triste situation d'exit tellement basse et tellement faible en France, alors qu'on a un marché de la start-up qui est quand même pas neutre. Je pense qu'il y a Je pense que le premier point déjà, c'est l'ambition. Tu vois, c'est quelle est l'ambition quand, en fait, aux États-Unis, ils ont une mentalité de triple down et quadruple down sur leur winner. Donc en fait, quand ils voient un winner dans leur portefeuille et quand tu parles de, tu vois, ta courbe en J où en fait tu commences à perdre, eux en fait, ils voient directement et ils sont en fait le truc c'est que pendant que tu as le J, donc le début du J où tu as toutes les mouches qui perdent parce que c'était pas la bonne team, ça explose en vol pour X ou Y raison et tout, en fait, les fonds, à ce moment-là, ils s'en foutent un peu. Tu vois, en France, il y a quand même ce côté de tu es en train de rater, ils te font culpabiliser, tu vois, que tu sois en train de rater. Tu as peu de fonds qui vont avoir ce côté, ok, c'est pas grave, tu vois, genre, fais quelque chose d'autre, c'était peut-être pas la bonne idée, tu as appris, mais en tout cas, tu vas refaire et tu vas réussir, tu vois. Et en tout cas, aux États-Unis, dès que tu passes dans ce truc de tu es un winner et c'est en train de marcher, là, ils vont te pousser pour que tu ailles, tu vois, le plus loin possible. En France, en fait, l'ambition, tu vois, genre, pareil, il y a récemment un mec qui m'écrit, que je connais depuis assez longtemps, je l'aide dans tous ses projets et tout, et il voulait que j'investisse dans sa boîte. Et en fait, lui, ce qui me vend, son ambition, c'est qu'il veut faire un exit, genre, il me dit, dans 5 ans, on fait un exit à 100 millions, tu vois. Bah, ça, c'est 95% des entrepreneurs français que je rencontre. Et je lui dis en fait, bah ouais, tu vois, je lui dis pour toi, en tant qu'entrepreneur, c'est très bien déjà un exit à 100 millions, donc chapeau et tout, mais déjà de un, il y a quasiment aucune chance que ça arrive. Et en plus de ça, où est-ce que je vais faire de l'argent, tu vois, moi, en tant qu'investisseur ultra early, tu vois, sur un exit comme ça? Parce que tout le monde me dit que vous allez faire ça, enfin, tout le monde veut faire la même chose, ce qui veut dire que dès que tu auras l'occasion de le faire, tu le feras. Sauf que pour que 1000 investissements soient rentables pour moi en tant qu'investisseur en précide, il faut que j'en ai qui aillent à 1, 10, 20, 30 milliards, tu vois. Et si tout le monde, quand ils ont une boîte qui fonctionne, décide de sortir à 100, parce que en tant que founder, c'est confortable, bah forcément, tu vois, jamais tu arrives à créer cette dynamique. Et en plus de ça, je pense qu'en France, on a un autre problème. Et ça, j'avoue que j'ai vraiment pas la solution, mais c'est que quand tu regardes, on n'arrive pas à suivre en termes de capital nos boîtes qui fonctionnent ultra bien. Tu vois, récemment, j'ai aidé certains GP, tu vois, à remplir de l'allocation qu'ils avaient sur Amilabs, tu vois. Ben, en fait, Amilabs, boîte en précide qui lève 500 millions à 3 milliards de Ouais, valo. on a mis un petit ticket aussi. Ouais. Bah, non, mais tu vois, moi aussi, j'ai mis, je trouve ça trop cool et je trouve ça trop bien. Mais Ouais. en fait, tu sais très bien que c'est une boîte qui, quand elle va ultra bien Ouais, ce ne sera fonctionner, pas des capitaux français pour le prochain ça tour. va être des investues qui vont rentrer, tu vois. Ouais. Et en fait, la réalité, c'est que dès que tu as une boîte qui marche ultra bien, elle va appartenir. Je ne sais pas si tu avais vu le truc J'aime plus sur. Mais bien sûr, Tu le connais, la carte à bien sûr. puce. Alors un de mes tout premiers business angels a vendu sa boîte à J'aime Plus en 2000.
Ok, Et avec son cash-out, il a investi dans ProEPCE. Et ok, effectivement, trop stylé. c'était une méga success story. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Mais t'as vu les dessous de Effectivement, c'est J'aime plus parti ou aux pas? États-Unis. Ben, en fait, il y a un reportage dessus qui est vraiment exceptionnel où en fait, tu as le fond du coup, ce mec au Texas, là, ce multimilliardaire, j'ai oublié son nom. Ah, TPG. Non, c'est Voilà. pas. Ouais, Ouais, c'est si, c'est TPG, je ça. crois. C'est Ouais. TPG. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, la CIA aux États-Unis trouvait que cette nouvelle technologie de carte à puce était exceptionnelle, mais que ça ne pouvait pas appartenir à une entreprise française. Et donc, du Hmm. coup, ils les ont poussés à faire énormément de levées. Donc, ils étaient leaders de toute la. Enfin, l'information qu'on a sur le puce, c'est toutes les cartes de crédit, tous les paiements dans le monde, les SIM. Enfin, Ouais. tu t'imagines le truc de malade, quoi. Et du coup, Sécurité nationale. sécurité nationale, ils ont réussi à faire couler la boîte aux États-Unis pour récupérer la technologie par la suite. Mais c'est ça, en fait, la Ouais, France. ouais. C'est que, en fait, quand tu Ouais. regardes, nous, en tant que On Français, est trop enfin, gentil. On est en trop fait, on est trop gentil, trop gentil, on n'a gentillé. pas assez d'ambition et pas assez de capital aussi, tu vois. On se rend aussi pas compte des enjeux internationaux. On pense que Ouais, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. On peut être dans de l'international tout ouverte. On peut donner notre technologie du TGV, ouais. de Du Airbus, Minitel, du des Minitel puces. et du nucléaire à la Chine. Et pas de problème, la Chine nous attaquera jamais, tu vois. Et en fait, malheureusement, on manque énormément de lucidité et ça, les Américains n'en manquent pas, eux. En tout cas, certains Américains n'en manquent pas. Et ça fait une différence. Tu vois, tu parles du nucléaire, mais le nucléaire, ça a été revendu. Euh, c'est quoi? C'était Bouygues qui avait récupéré de Alstom, je crois, c'est ça. Ils ont ceux qui font les turbines. Ils avaient récupéré Mm. du coup des parts qu'ils ont revendu plus tard à General Electric. Ouais. Et donc, du coup, en France, maintenant, on se retrouve avec des gens. Donc, ils avaient promis de créer 1000 emplois ou 5000 emplois. Au final, ils en ont supprimé 1000. Et donc, du coup, au final, en France, on a perdu une des compétences qui est nécessaire à faire en sorte de pouvoir maintenir. Non, mais tu t'imagines, en fait, tu marches sur la tête. Ça, je peux t'en parler des heures, des journées. D'ailleurs, dans mon bouquin, j'en parle. En C'est horrible. 1981, la France est leader mondial du nucléaire. En 1981. Sauf que, qu'est-ce qui se passe en 1981? François Mitterrand, pour gagner les élections, s'associe aux communistes en pleine guerre froide, hein, je te rappelle. Et les Américains nous en ont pas voulu, hein, ils nous ont pas traités de malades mentaux, etc., comme nous on est en train de le faire en ce moment. Et il s'associe aux écologistes. Et pour que les écologistes donnent leur voix au socialiste François Mitterrand, les écologistes demandent à Mitterrand de lâcher le programme nucléaire français, ce qu'il accepte de faire pour gagner les élections. Et donc, on était numéro un mondial. Aujourd'hui, si on n'avait pas lâché le nucléaire en 1981, on serait l'Arabie Saoudite, le Qatar, puissance 10, quoi. Tu vois le truc, mais bon. Ouais, mais tu regardes aujourd'hui, juste en y réfléchissant un peu. Aujourd'hui, la technologie qui est en train de transformer le monde dans lequel on vit, c'est une L'énergie. technologie qui est uniquement basée sur du compute, donc de l'énergie. Donc de Donc l'énergie, bien sûr. tu vois, enfin, si on avait gardé cette dominance, parce que moi je me rappelle, tu vois, en école d'ingé, on avait une filière nucléaire. Donc on avait toutes les personnes, tu vois, du CNRS, etc. et tout. Et en fait, les réacteurs qui existent en France, je crois, c'était génération 1 et 2. Et au moment où moi j'étais en école, donc tu vois, ça fait déjà plus de, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça, il y avait déjà dans les labos des générations 4 de réacteurs, tu vois, 3, 4, 5. Tu vois, ils bossaient sur des trucs où en fait, on arrivait à un stade de limite énergie renouvelable, tu vois. Parce qu'en fait, les Hmm. déchets, ils étaient traités différemment. Le nucléaire, tu vois, on a des cerveaux, mais en France, qui sont mais brillants, Bien en fait. sûr. Et Ah ouais. juste parce que tu as François Hollande qui préfère, tu vois, monter sur Non, un mais François scooter pour Hollande aller n'est que chercher le des petit, croissants. n'est que le fils de François Mitterrand, hein. Bah oui, Il non, mais n'a c'est fait que exactement ça. suivre. Le drame, t'étais pas né, mais le drame démarre en Mais 1981. Et tu ah, vois, c'est quand tu horrible. prends des mauvaises décisions comme ça, généralement, la loose, après, c'est la loose qui se met en place, tu vois. La Ouais, mauvaise c'est ça. décision enchaîne d'autres mauvaises décisions. Et 40, Bah, François Hollande, c'est 45 ans lui plus tard, qui vend. En fait, je crois que François Hollande, parce que du coup, avec Bouygues, il y avait des tensions entre Bouygues et le Parti socialiste, décide de vendre une partie que l'État avait dans Alstom directement
à Bouygues. Et donc, Bouygues décide quelques années plus tard qu'ils veulent revendre leur position. Et donc, ils disent, bah oui, l'État français, vous pouvez racheter, mais on fait aussi un truc ouvert avec d'autres acteurs. Et évidemment, l'État français n'arrive pas à s'aligner avec General Electric. Et donc, on se fait vider une fois de plus d'une technologie. Mais en fait, tu vois, enfin, il y a un moment où je ne suis pas pour tout subventionner, etc. et tout, mais les grosses innovations d'un pays, elles doivent être drivées par le gouvernement, en fait. Enfin, tu vois, la Ouais, recherche, ce genre de choses. Il peut y avoir évidemment du privé et tout, mais toutes nos infrastructures, les infrastructures, c'est ce qui fait la qualité d'un pays, en fait. Tu vois, bien sûr. le TGV, enfin, tu vois, enfin, l'énergie, enfin, la mobilité, la sécurité, et tout, c'est des choses basiques, en fait, qu'un gouvernement sur lequel il doit surinvestir. Éducation, énergie, sécurité, défense, tu vois, c'est des trucs. Le reste, après, tu vois, ouais, tu peux aménager d'autres choses, mais bon, je trouve Tu peux que. broder dessus. Mais ça, tu vois, c'est Ouais, des sujets sur lesquels, à nouveau, je peux parler des heures. Et on prendra un moment, toi et moi, pour en parler avec plaisir. hors enregistrement. Mais on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais juste revenir sur le bootstrapping et le début. Juste Ouais, une dernière question avant qu'on bascule sur le next topic. Euh, c'est ok, je comprends que tu as eu cette frustration là des VC. Je comprends que tu t'as laissé tomber au bout de 2 mois, ce qui est quand même extraordinaire parce que c'est quand même rapide 2 mois. Et tu vois, un des trucs que je raconte aux entrepreneurs qui passent par la Tomcat, c'est que je leur dis il faut beaucoup de qualités pour être entrepreneur, mais il faut aussi les inverses de ces qualités. Et notamment, tu vois, la résilience. Tout le monde dit il faut être résilient, résilient. Oui, certes, il faut être résilient. Mais quand tu es résilient, généralement, tu n'es pas flexible et tu changes pas d'avis suffisamment rapidement. Toi, tu es hyper résilient et tu as montré qu'en 2 mois, tu pouvais dire fuck les VC, je vous laisse tomber, tu vois. Ce qui est quand même, je j'ai pense que c'est rarement mon entendu côté un Gémeaux. entrepreneur. Il y a un peu. Je suis tout et son contraire. Mais oui, c'est Voilà, bah très c'est vrai ce bien, que ça tu fait dis. partie des qualités de l'entrepreneur, ça, tu vois. Et c'est très rare de dire au bout de 2 mois, j'abandonne une piste pour attaquer une autre piste. Donc déjà, ça, c'est quand même, j'ai rarement entendu un entrepreneur qui laisse tomber la piste VC au bout de 2 mois. Donc bien, bien joué, surtout quand on voit la suite. Mais surtout après, tu vois, moi aussi, pendant 6 ans, ils m'ont dit fuck you, les VC. Mais après, ils étaient tous devant ma porte pour me signer des term sheets. Et là, j'en ai profité, tu vois. Toi, tu n'as pas eu envie quand même d'en profiter, de dire, bon, bah, les mecs, maintenant que je fais 10 millions d'ARR, 3 ans plus tard, ok, je vous laisse rentrer sur une valeur de 150 millions, ou ça t'a pas titillé un peu? Non, tu t'as fermé la porte pour toujours. Non, en fait, on a eu pas mal d'offres de VC. Et du coup, comme tu sais, les investisseurs VC, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du primaire. Donc, en gros, ils mettent de l'argent sur ta balance sheet, donc sur ton compte en banque d'entreprise. Et cet argent, tu es censé l'utiliser pour grossir beaucoup plus vite. Et en fait, j'avais du mal à comprendre cette thèse de grossir beaucoup plus vite par rapport à l'entrepreneur que j'étais à l'époque. C'est-à-dire que je sentais, tu vois, que j'avais quelques limitations dans le recrutement, le management. Et donc, on était déjà, tu vois, en hyperscale, puisqu'on faisait, tu vois, pareil, hein, entre 20 et 30%, tu vois, par mois, ce qui est énorme, en fait. Tu vois, tu es Ouais. à 5 millions, tu passes à 6 millions d'ARR le mois suivant, et ensuite, enfin, donc, tu vois, tout va quand même très vite. Et en fait, je me disais, je ne sais pas si plus d'argent, en fait, ça va résoudre les problèmes que j'ai actuellement. Donc le use of funds n'était pas clair pour toi, quoi. C'était pas clair du tout. Et j'avais une Hmm. partie de moi qui me disait j'ai envie de faire un énorme truc, d'aller aux US et tout. Parce que j'avais des fonds qui me proposaient des valos délirantes en 2021, tu vois, à 20, 30 fois l'ARR. Et donc j'étais là, putain, on va faire un truc de malade. Et d'un autre côté, j'étais là, ça met quand même une grosse pression par rapport à ce que tu dois faire par la suite. Parce qu'un fonds qui rentre à 300 millions de valos, bah, si tu fais pas 3 milliards d'exit, tu vois, pour lui, c'est pas intéressant. Et je me disais quand même, enfin, tu vois, j'avais une partie de moi qui voulait le faire et une partie de moi, en fait, qui a rencontré une autre personne, donc qui était Oliver Thomas, tu vois, de Expédition Grosse Capitale. Et lui, sa vision, c'était d'accompagner des boîtes bootstrappées. Donc, en fait, il me dit, moi, en fait, je m'en fous que le cash, il aille sur la balance sheet ou sur ton compte en banque. Et donc là, d'un coup, tu vois, ça a réveillé en moi autre chose qui était, bah, c'est peut-être le mot que tu vas détester, mais de dérisquer. Dérisqué. Et du coup, j'étais là, en vrai, je pense pas. En fait,
je pense que toute ma vie, tu vois, j'ai grandi avec, ce côté où, bah, moi, j'ai vu des gens dans ma famille manquer d'argent, tu vois? J'ai des mes grands-parents, ils ont jamais, beaucoup gagné. Leur retraite, c'est très compliqué. Enfin, tu vois, c'est des gens qui ont été paysans pendant très longtemps, donc globalement, tu as quasiment pas de retraite. Tu as ton physique qui est totalement cassé parce que tu as travaillé la terre pendant longtemps et derrière, tu vois, j'avais, d'autres personnes qui avaient des addictions aux jeux dans ma famille, tu vois, tout ça. Donc en fait, j'ai vu un petit peu, l'impact négatif de l'argent et aussi ce que le manque d'argent, tu vois, pouvait amener et je pense que du coup, intérieurement, j'ai grandi avec ce truc de la peur de manquer et quand j'ai eu cette opportunité de me dire: «Bah, je peux, vendre, tu vois, 20 de la boîte, pour 30 millions», bah, en fait, je me suis dit: «Bah, tu vois, moi, je vais pouvoir, mettre, mes parents, à l'abri, mes grands-parents, tu vois, si besoin et puis moi aussi, tu vois, être tranquille, quoi». Et donc du coup, j'ai foncé là-dessus parce qu'en fait, ça résonnait beaucoup plus avec le fait que, on était déjà rentable, on avait du cash sur la boîte, on faisait rentrer un actionnaire minoritaire qui avait pas des droits, tu vois, de folie, sur la boîte et donc je me suis dit: «Bah, on fait ça» et ce qui est assez drôle, c'est qu'en faisant ça, certaines personnes pourraient se dire, que du coup, tu te la coules douce et que tu as plus envie de rien faire. Bah, ça a été l'inverse et en fait, je pense que c'est à Ouais, ce moment-là que j'ai pris beaucoup plus de risques, tu vois? ouais, bien sûr. Ça arrive souvent, ça. Et, mais est-ce que tu t'es pas dit, mais là tu m'offres la transition là, sur ta décision philosophique de laisser ta place de CEO, mais avant, sur le use of fund, est-ce que tu t'es pas dit, le use of fund, c'est peut-être de racheter, tu vois, d'étendre mon champ fonctionnel ou mon champ géographique et peut-être de racheter plein de concurrents et de commencer à faire un build-up? À cette époque-là, le Guillaume de 2021 qui va prendre, ce deal-là, il a aucune idée qu'on peut racheter des boîtes et il sait pas du tout comment ça fonctionne. Si on s'était Je parlé à ce t'aurais moment-là conseillé. non, mais sérieux, en fait, tu vois? Et c'est pour ça aussi que je fais pas mal de contenu parce qu'en fait, tu vois? Là, maintenant, on a racheté, 3-4 boîtes depuis, on fait du build-up, on utilise des leviers d'EBITDA. Enfin, tu vois? Genre, on est beaucoup plus créatif dans les deals qu'on fait et tu vois? J'ai vraiment poncé le truc. Mais dans ma tête, à ce moment-là, je me dis: «C'est pas pour nous», en fait. Tu vois? Je me suis Hmm. totalement, croyance Ouais, limitante, ça avait été racheter des trop boîtes, c'est vite. pas Ça fait avait pour été nous. trop vite pour toi. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc là voilà, c'est la transition parfaite. Donc j'ai écouté ton YouTube de 11 minutes. Là, c'est super bien fait. J'adore, vraiment, bravo. Et j'adore l'approche philosophique et la justification philosophique, parce qu'en fait, tu utilises les philosophes pour justifier ta décision. C'est ce que j'ai ressenti un peu, parce que c'est vrai que c'est une décision hyper personnelle, hyper complexe et hyper impactante, hein, parce que c'est ton bébé, même si la boîte n'a que 6 ou 7 ans, ça reste quand même une partie majeure de ta vie. Et tu décides de laisser le contrôle opérationnel à quelqu'un d'autre que toi. Moi, j'ai pas réussi à le faire, ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vendu ma boîte au bout de 17 ans, parce que je me suis dit, bah, je préfère vendre que de laisser quelqu'un d'autre piloter la boîte que moi. J'aurais peut-être dû me faire coacher à l'époque pour peut-être passer ce cap, parce que c'est peut-être une erreur. Euh, mais est-ce que, au-delà de la justification que tu fais, est-ce que c'est vraiment quelque chose dont tu es persuadé et que tu ne vas pas regretter? Et surtout aussi, dans tes 11 minutes, il y a à peine 10 secondes où tu expliques comment tu utilises maintenant ton temps par rapport à ce temps que tu viens de te libérer. Donc, tu vois, donc ça me Ouais, pose la question et donc je te la pose, tu vois. ouais. Est-ce que c'est vraiment clair le fait que tu aies lâché le poste de CEO, et et comment tu combles ce temps libre réellement, tu vois? Ouais. Et je suis vachement curieux, parce que et les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, à la Tomcat, tu vois, on a en permanence des discussions avec des jeunes entrepreneurs où ils pensent, ou on pense qu'ils ont atteint leur plafond de verre et que c'est peut-être le moment pour eux de laisser la main à quelqu'un d'autre. Et c'est les moments les plus complexes, quoi. C'est les moments les plus complexes et où il peut avoir le plus de tension. Et toi, dans la manière dont tu l'expliques dans ton YouTube, tu l'expliques de manière ultra détendue, tout va bien.
Ça n'a pas été si détendu que ça. Voilà, et cetera. Donc si, ça a l'air très détendu, mais je sais que ce ne l'est pas parce que j'ai vécu, Ouais. je connais le truc. Donc est-ce Mmh. que tu peux nous raconter un peu plus, en profondeur, vraiment la situation? Ouais, la situation, bah, en fait, en réalité, si tu veux, moi, quand j'ai vendu 20 de la boîte, on était initialement 3 associés qui sont partis, à ce moment-là pour des raisons personnelles et donc je me suis retrouvé à gérer à 100 une boîte qui était, qui devenait de plus en plus grande, tu vois? Et avec cet appétit de vouloir faire quelque chose, d'énorme, mais aussi avec une sorte de cadeau un peu empoisonné qui était une tech, que j'ai dû reprendre, tu vois, de A à Z, donc un peu récupérer, tu vois, tout ce qui a été mis sous le tapis pendant toutes ces années et donc en fait, je me suis retrouvé à travailler énormément en tant que solo founder pendant un peu plus de, 2 ans et demi, tu vois? Et j'arrivais à un peu une limite, tu vois, de ce que je pouvais faire et j'avais besoin d'un un peu d'un renouveau et c'est là où j'ai recruté, Charles, du coup, en tant que COO, pour venir m'épauler. Et très rapidement, l'objectif, c'était de lui laisser, toute cette partie opérationnelle pour que moi, je puisse, bosser sur, la stratégie, tout ça. Et donc en parallèle, en fait, à ça, j'avoue que quand j'ai vu que je me libérais plus de temps, j'avais plus l'énergie, que j'avais avant d'aller, tout défoncer, tu vois? Sur l'Emlist. J'arrivais un peu à ce stade où, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, je voyais très bien la roadmap qu'on avait pour les 2-3 prochaines années et ça m'excitait d'être là, dans 3 ans, tu vois? Mais l'entretemps, tu vois, je voyais pas où j'allais apporter, énormément de valeur, un peu, moins de motivation pour, aller grinder, tous les jours, dans cette direction-là. Et donc j'ai commencé à faire, beaucoup de sport d'ultra-endurance. Donc, j'ai fait, 3 Ironman en 1 an. Donc je me suis, beaucoup Sans entraîné, blessure? si, si, je me suis fait renverser par une voiture à un moment où, j'ai du Ah coup, oui. des ligaments qui ont sauté, des côtes cassées, mon vélo qui était coupé en 2. Mais, Aïe. je suis bien, je suis solide. Hem, mais du coup, en fait, je t'avoue que je pense que j'avais besoin un peu d'un vrai break parce qu'en fait, j'avais pas pris, de vacances depuis longtemps et je pense que c'était un stade où, je vais pas dire que c'était un burn-out parce que, je sais pas si j'étais vraiment en burn-out, mais j'étais arrivé à un stade de sûrement un peu de surchauffe et j'avais plus trop le goût, tu vois, de l'entrepreneuriat, ni le sens que j'avais à ma vie, tu vois? Parce que pendant toutes ces années, j'avais fait ça, en fait, dans un but spécifique qui était, un but, et avant tout financier et du coup, j'arrivais à un stade où ce but financier était atteint et en fait, j'étais là: «Mais, c'est quoi le sens de la vie?» tu vois? Et donc là, je me suis fait un peu ce tunnel, philosophique avec tout ça et je me suis posé énormément de questions, je me suis lancé, des nouveaux défis, des nouveaux challenges et tout et en fait, je pense que, il m'a fallu vraiment pas mal de temps avant de comprendre, tu vois, ce que j'aimais et ce que j'avais envie de faire et en parallèle à ça, j'avais Charles, tu vois, qui est quelqu'un de très ambitieux et qui bosse super bien et qui avait une envie aussi de prendre un rôle, plus important et en gros, à ce moment-là, je me suis dit: «Peut-être que c'est le moment de la mort de mon ego», tu vois? Parce que le titre de CEO est très attaché à l'ego. Parce que tu vois, quand tu dis que tu es le CEO d'une boîte ou, le président d'une boîte, bah, c'est quelque chose qu'on valorise, tu vois? C'est un titre, tu vois, important et donc c'est un statut aussi et que j'ai et donc je me suis dit peut-être que en fait, ce qui est bien pour moi dans ma reconstruction, tel un phénix, ça va être, tu vois, de tuer cet ego pour, renaître sur quelque chose de nouveau et donc, mon temps libre, vu que c'est ça c'était ta première question, je l'ai occupé évidemment par, beaucoup, beaucoup de sport, un peu de travail sur l'Emlist évidemment pour toujours aider sur la strat et tout, mais c'est ridicule comparé à ce que je travaillais, enfin, tu vois, au nombre d'heures, que je travaillais dans le passé. Hem et à côté de ça, j'ai testé un milliard d'autres trucs, tu vois? Je me suis remis à faire de la musique, je faisais de l'art, j'ai fait de la magie, enfin, tu vois? Genre des trucs, qui j'avais l'impression d'être un retraité qui s'inscrivait à tous les clubs, tu vois? Enfin, limite, genre, je pouvais passer plus de temps avec, les personnes âgées de mon quartier que, et donc là, il y a eu un moment où je me suis dit: «Bon, attends, calme-toi, tu as 30 ans, tu vois? Genre, tu vas pas tout de suite tomber là-dessus» et c'est vrai que, en discutant, en fait, avec ma copine de ce qu'elle faisait elle et de moi, ce que je faisais et on a commencé en fait à réfléchir un petit peu à un nouveau business
qu'on est en train de lancer et où je passe beaucoup plus de temps maintenant. Et j'ai retrouvé un peu ce truc des débuts où je passe du temps à faire de la prospection. Je suis là en train de tout créer moi-même, de construire, de faire mon site, de refaire les designs, de faire plein de choses qui me rendent vivant et vraiment heureux, tu vois. Et j'avoue qu'en fait, je sais que je- pendant un temps, je me suis demandé si l'entrepreneuriat, c'était juste une phase de ma vie, comme j'ai pu avoir une phase de scientifique, une phase, tu vois, des phases différentes. Et en fait, je pense que pas du tout. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est qui je suis. Et peu importe si je dois ouvrir un restaurant de bretzel dans 5 ans, je pense que je ferai toujours de l'entrepreneuriat parce que c'est ce qui me fait kiffer, en fait. Hyper intéressant, très très intéressant. Et, quand tu dis que tu passes maintenant très peu, beaucoup moins de temps sur l'Emlist, c'est-à-dire Ouais, c'est quoi, c'est quelques heures par ouais, semaine, c'est ça, par c'est ça. jour? Moins de Ah 10 ouais, heures par carrément. semaine. Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. En fait, je vais passer du temps, enfin, le temps que je vais passer, c'est du temps que je vais passer à vachement, je dirais que c'est du temps de recherche qui est plus lié à l'Emlist qu'à mon nouveau business. Et ça va être sur vraiment regarder en profondeur tout ce qui se passe en IA, tester des choses en IA, pour ensuite pouvoir faire des retours assez complets à Charles et discuter avec lui et tu vois, qu'on continue ce ping-pong constant pour être sûr que tu vois la stratégie qu'on prenne, ça soit la bonne. Et donc, j'ai un Hmm. podcast aussi, tu vois, où j'interviewe des gens qui ont fait des boîtes à plusieurs milliards et qui sont soit dans l'IA, soit ailleurs. Et dedans, en fait, souvent, ça me donne des idées de ce qu'il faut Hmm. faire, pas faire, tout ça. Et tu vois, j'aime bien les repartager après à Charles pour que lui, tu vois, se fasse aussi sa propre idée et qu'ensuite, il décide de mener la barque comme bon lui semble, tu vois, mais avec des inputs que je puisse lui donner. Hmm. Mais tu vois, toi, tu lis en fait ta capacité en fait d'acceptation de quitter ton bébé basée sur tuer ton ego, qui est lié à l'ego du poste de CEO. Tu vois, donc c'est vachement intéressant. Mm. Celle-là, tu vois, je l'avais rarement entendu de cette manière. Moi, la manière dont j'ai accepté de quitter mon bébé et donc de le vendre, en fait, moi, c'était pas lié à l'ego, parce que en fait, quand tu es founder, je pense que moi, j'avais pas de sujet d'ego. Quand j'étais salarié avant, dans une boîte, oui, il y a un sujet d'ego. Pour moi, tu vois, parce que d'abord, j'étais directeur marketing et commercial, ensuite j'ai été VP, etc. Et donc, tu vois, je voulais monter, j'étais un pion et je voulais monter dans la boîte. Quand c'est ta boîte, founder, moi, j'ai jamais ressenti de problématique d'ego. En revanche, ce que j'ai ressenti quand j'ai accepté de lâcher le bébé, c'était en fait moi, c'était plus lié à l'adrénaline. En fait, moi, mon bébé, c'était l'adrénaline pure. Et donc, l'adrénaline qui était liée principalement au produit. Et donc, comment je visualisais mon produit en termes de richesse fonctionnelle et d'évolution surtout fonctionnelle dans le temps. Et en fait, j'avais toujours, tu vois, ma roadmap, tu vois, j'étais toujours derrière mes équipes techniques pour dire la roadmap, il faut aller plus vite, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Et j'avais toujours une ou deux fonctionnalités hyper impactantes d'avance que mon équipe technique ne pouvait pas réaliser, en tout cas assez vite. Et le deuxième sujet d'adrénaline, c'était la compétition. C'était mes concurrents. Et en fait, je suis arrivé à un moment, donc 15-16 ans après la création de ProWeb, où le sujet produit, bah, j'avais plus de vision produit. En fait, j'avais réalisé 100% du champ fonctionnel que je souhaitais. Et donc, j'avais plus cette adrénaline de produit, de création de fonctionnalités, etc., qui m'alimentait. Et le deuxième sujet, c'était la concurrence, où en fait, j'avais racheté tous mes concurrents. Et donc, Voilà. Tout simplement. donc, tout simplement. Et là, en fait, mon système est arrivé à une situation un peu d'échec et mat, où je me suis dit, bah voilà, en fait, j'ai été au bout. J'étais au J'ai bout, en plié le fait. game. J'ai plié le game. J'étais au bout de mon jeu d'entrepreneur, parce qu'en fait, les entrepreneurs, on est des grands joueurs, quoi. C'est ça. Et donc, là, le jeu est terminé. Voilà, on pose les dés, les cartes, le jeu est terminé. Et donc, je sentais plus cette adrénaline. Et donc, je me suis dit, bah, si je reste, je me sens en fait inutile. Donc, c'est pas un problème d'ego, c'est que je me sentais plus utile. Et j'avais plus cette génération d'adrénaline. Et donc, je me suis dit, bah, c'est le moment c'est le moment de passer la main, quoi.
Mais à l'inverse, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs comme toi qui ont décidé de lâcher la main au CEO à un CEO sans vendre. Et je dois dire en fait, dans les exemples que je vois, c'est plutôt une bonne idée, même une très bonne idée, parce qu'en fait, tu passes à autre chose, donc comme tu es en train de faire, tu crées ton adrénaline de manière différente, mais tu gardes ton bébé et potentiellement, donc tu vas garder aussi une machine à cash qui va te permettre de financer tes autres projets et tes futurs shoots d'adrénaline. Voilà, bah, Donc, c'est exactement ça. j'aurais aimé te rencontrer à l'inverse pour que tu me dises, mais non, ne vends pas, mets un CEO à la place et t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il fera au moins aussi bien que toi, quoi. Et c'est marrant parce que après avoir publié cette vidéo, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui voulaient me poser des questions sur comment trouver le bon CEO, le système et tout. Et c'est vrai Ouais, que le setup qu'on a eu avec Charles, de le faire rentrer en COO, donc sur la partie opération, pouvoir bosser ensemble pendant à peu près 1 an afin de voir, tu vois, de quoi il était capable, quel profil c'était et tout. C'est beaucoup plus rassurant que de recruter directement un CEO et de lâcher tout de suite le bébé, quoi, tu vois. Parce que ouais. là, du coup, tu as quelqu'un de confiance et avec qui tu sais que tu peux travailler et qui fera un travail exceptionnel, quoi. Ouais, non, non, mais bien joué. Je pense que tu vas pouvoir conseiller beaucoup d'entrepreneurs sur ce sujet qui effectivement est ultra, ultra important. Il ne reste plus beaucoup de temps. On n'a pas parlé de l'Inde, on n'a pas parlé de plein de choses, mais je veux qu'on parle absolument de l'impact de l'IA sur ton Ouais, business et donc du SaaSpocalypse qui s'est accéléré avec la sortie des agents de Claude il y a 3 semaines, là, avec ouais, d'un côté, les Musk, les Kochla et même Arthur Mensch, là, pendant que j'étais en Inde, qui balance que la moitié des SaaS vont disparaître dans les 5 prochaines années. Et de l'autre côté, Jensen Huang qui dit mais non, pas du tout. Au contraire, les SaaS sont en situation parfaite pour utiliser l'IA et enrichir leurs offres fonctionnellement. Et donc vont profiter encore plus grâce à leur expérience métier, mais aussi à leur exposition client, de pouvoir disséminer l'IA de manière beaucoup plus intelligente auprès de leurs clients et vont donc en bénéficier pleinement. Donc on a ces deux extrêmes, on va dire. D'un côté, les IA les SaaS vont disparaître. De l'autre, au contraire, ils vont devenir encore plus performants. Donc, toi, où est-ce que tu te positionnes sur ce spectre? Mais aussi, surtout, bah, déjà très concrètement, sur l'Emlist, est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu penses que des petits jeunes, grâce à l'IA, vont pouvoir remplacer l'Emlist chez toute ou partie de vos clients? Et donc, quel est l'impact en interne et quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez pour être sûr que vous ne soyez pas vous-même ubérisé? ouais, bah, c'est une super question. En fait, déjà, je pense que nous, l'IA, on était un des premiers partenaires, tu vois, d'OpenAI en France. Donc, dès le départ, c'est des trucs qu'on a intégrés parce que pour moi, c'est des non-sens depuis les débuts de l'Emlist où en fait, j'arrivais pas à comprendre qu'on fasse, tu vois, faire aux commerciaux des tâches répétitives comme des robots, c'est-à-dire d'aller sur un profil pour aller trouver des informations pertinentes pour pouvoir personnaliser. Donc ça, c'était les premières choses au départ, ou même, tu vois, savoir analyser de la sémantique sur un profil pour mieux catégoriser et éviter aux gens de spammer afin qu'ils puissent contacter les bonnes personnes au bon moment. C'est des sujets qui, moi, me passionnent depuis vachement longtemps. Et donc, quand on avait commencé à bosser avec les premiers moteurs chez OpenAI, bah, en fait, les résultats n'étaient pas encore là, mais il y avait déjà ces premiers wow effects. Et quand ChatGPT est sorti avec GPT, du coup, je crois à 3.5 à l'époque, en fait, là, on a compris qu'on allait arriver sur une autre planète. Et ce qui se passe en ce moment, c'est encore plus fou, comme tu l'as mentionné. De notre côté, en fait, déjà, on a fait l'acquisition d'une boîte entièrement IA avec vraiment de très belles capabilities qui s'appelle Clap, tu vois, qui permet d'enregistrer du coup tous tes calls et plus que ça, tu vois, de enrichir ton CRM avec les bonnes informations que tu as eues pendant le call et de te donner les next steps, tu vois, en tant que commerciaux. Donc en fait, les agents IA, le côté MCP, donc faire en sorte de pouvoir discuter en langage naturel avec des applications qui te renvoient tu vois, des informations. Donc, par exemple, sur Clap, tu peux
demander quelles sont les objections que tu as eues au cours des 3 derniers mois et qui sont revenues le plus souvent dans tous tes calls de sales et d'avoir une machine qui te sorte ça, tu vois. Donc en fait, tout ça, c'est des projets sur lesquels on bosse déjà. Et après, récemment, avec le côté agent, puisque c'est ce qui a fait tomber les SaaS, c'est vrai que c'est des très bonnes questions. Parce que tu as le côté où tu te dis que toi, tu as un réseau de distribution parce qu'on a plus de 20 000 boîtes clientes, tu vois, sur l'Emlist. Et donc, tu te dis, euh, on va pouvoir distribuer à toutes ces personnes, ce qui est quand même génial. Et parce que ça te fait, la distribution, c'est quand même ultra important. Et donc, ce que tu as envie de faire, c'est de mettre une partie IA on top de ton produit. Donc, avoir des agents un peu, un agent de campagne, un agent data, un agent, tu vois, sur chaque partie. Moi, j'avoue que j'ai une vision qui peut être un petit peu différente et où je pense qu'un produit IA, ça doit se construire comme un produit IA. Et donc, du coup, en interne, on a des labs, tu vois, ou des squads un peu spécifiques qui bossent déjà sur les concurrents de l'Emlist. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. en fait, on est sur le point de lancer pas mal de choses différentes cette année. Donc, évidemment, on a des parties IA qui s'implémentent au sein de notre produit et où on a des taux d'utilisation qui sont très forts. Mais tu vois, quand tu regardes un HubSpot, toute la partie IA qu'ils essayent de rajouter, en fait, ça fait un peu des verrues, tu vois, ça fait un mauvais Clippy. Tu vois, tu te rappelles de Clippy, le petit, Hmm. tu vois, qui se mettait. En fait, le problème, je trouve que c'est tous les copilotes, ou en tout cas ce qui est vendu comme des copilotes, j'y crois un peu, enfin, j'y crois de moins en moins. Parce que les gens, ils ont quand même une envie, tu vois, d'une expérience qui est différente. En gros, le parallèle que je vais faire, tu vois, c'est qu'il y a allez, il y a 2 ans, tout le monde était persuadé que les chatbots, ça marcherait jamais, tu vois. Ou 3 ans, que les chatbots, ça marcherait jamais. Parce qu'on a tous cette expérience ultra frustrante où on pose une question à un chatbot sur un site e-commerce et il répond à côté de la plaque. On les redemande 3 fois et à chaque fois, c'est des trucs qu'il ne comprend pas et du coup, on abandonne et on se dit c'est vraiment de la merde. Et en fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, tu vois, on est à un stade où en fait, les chatbots sont limite bien meilleurs que les humains, plus patients, plus d'empathie, plus tu vois, ils comprennent les contextes. Oui, il y a des cas où c'est encore trop granulaire pour que ça fonctionne, mais en fait, dans 6 mois, un an et demi, 2 ans, je ne connais pas la timeline, mais ça ne sera plus le cas. Et la réalité, c'est que de la même manière qu'on pensait que les gens allaient utiliser ChatGPT et continuer à utiliser le search, bah, en fait, tu te rends compte que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui n'utilisent plus que ChatGPT ou Claude ou Gemini et qui passent leur vie dedans, tu vois, et qui sont plus du tout sur Internet comme on a pu l'utiliser pendant énormément de temps. Et ça, en fait, ça prouve bien une chose, c'est que la façon de naviguer et d'utiliser Internet a totalement changé pour avoir de l'information. Et donc la vision des agents, c'est de pouvoir dire que la façon dont on va accomplir maintenant des actions sur Internet bah, va aussi complètement changer. Parce que ChatGPT, en fait, en réalité, aujourd'hui, ou Claude, c'est essentiellement de l'information. Donc, tu veux chercher quelque chose, tu récupères quelque chose. Ce n'est pas des actions, tu vois. Tu vas pas dire… Enfin, c'est des actions de recherche, donc c'est très spécifique. Mais maintenant, dire à quelqu'un d'aller connecter, de contacter, d'envoyer, de trier, de ci, de ça et tout, c'est un paradigme qui n'avait pas été encore franchi, tu vois. Et là, aujourd'hui, on peut le franchir. Et j'avoue Hmm. que c'est archi excitant, en fait. Enfin, quand tu Hmm. regardes tout ce qui se passe, c'est archi excitant. Hmm. Et nous, je pense qu'on est bien positionné en fait pour aller tout dégommer parce qu'en fait, on a des briques qui sont exceptionnelles. Mais tu vois, regarde, très, très concrètement, tu vois, depuis ce SaaSpocalypse, là, des boîtes, des SaaS comme ServiceNow, comme Salesforce, comme Workday, ont perdu 50% de leur valeur en un mois. Ouais, Alors, t'as pas connu, toi, le crash d'avril 2000, mais ce crash d'avril 2000, pour perdre 50%, ça a mis quand même quasiment 18 mois, hein. Là, ils ont ouais, perdu 50% en un mois. Donc, ça veut dire que les analystes financiers pensent que réellement, ils vont être potentiellement remplacés ou que le modèle économique va être complètement disrupté. Euh, Parallèlement à ça, les ESN aussi se cassent la gueule. Tu vois, les Accenture, les Capgemini, même Dassault, Dassault Systèmes, fleuron français que Bill Gates a essayé de racheter pendant 20 ans
pareil, les SS2I ont perdu, les ESN ont perdu 40-50% de leur valeur. Donc, est-ce que tu penses que toi, c'est si réel que ça et si dramatique que ça et qu'ils vont vraiment se faire remplacer? Ou est-ce que c'est, comme dans beaucoup de cas, des analystes financiers, une analyse qui est purement financière et qui est exagératrice, notamment avec les bots maintenant Ouais. qui représentent 80% des achats d'actions sur les marchés. Est-ce que tu penses que c'est exagéré ou est-ce qu'il y a une réalité derrière ce grand remplacement des SaaS? Ceci n'est pas un conseil financier, mais je pense que si tu as du capital et que tu, connais un peu la tech, c'est le moment de te remplir les poches d'actions. Non, mais ouais, Ah, donc tu achètes du Salesforce. non, bah, bien sûr, mais c'est les soldes, en fait. Enfin, la réalité, c'est Bon, que tu peux ça pas me fait dire que c'est plaisir des d'entendre boîtes ça. qui c'est pas des boîtes, enfin, tu vois, genre, tu perds 50 de ta valeur du jour au lendemain. C'est des boîtes qui crachent un EBITDA de malade, qui ont encore de la croissance at scale. Enfin, tu vois, tu prends HubSpot, tu prends Salesforce. Il y a un moment, faut arrêter, tu vois? Salesforce, c'est un écosystème, qui vit avec, tellement de personnes. En fait, c'est le côté too big to fail, c'est vrai pour beaucoup de boîtes américaines, tu vois? Après, est-ce qu'elles doivent s'adapter? Est-ce qu'elles doivent changer certaines choses et tout? Bien sûr. Est-ce que ça leur fait peur d'arriver là? C'est sûr, mais la réalité, ce qui se passe, c'est que tu as énormément de personnes qui shortent les marchés depuis longtemps parce que typiquement, tu as un Warren Buffett qui est ultra cash et qui dit qu'il va y avoir un crash depuis très longtemps et qui veut que les marchés se réajustent. Donc, tu as plein de gens en fait qui ont des positions avec des leviers énormes sur énormément de boîtes. Et donc, quand tu commences à avoir des baisses, les leviers peuvent s'enclencher aussi pour eux. Et donc, en fait, tu te retrouves avec des effets parfois, tu vois, qui sont des effets boule de neige et tu te retrouves avec des boîtes qui se Hmm. font totalement décimer. Alors qu'objectivement, d'un point de vue financier, il n'y a pas réellement, tu vois, quelque chose de tangible, tu vois. Après, Ouais. est-ce que le monde va changer? Oui, mais sous combien de temps? Ça, c'est impossible à dire. Ouais. Tu vois, en Inde, on a évidemment parlé que de ça. Et moi, tu vois, une des images ou exemples que je leur ai donné, je leur ai dit, voilà, nous, quand on déployait notre SaaS, qui était quand même un SaaS impactant, tu vois, dans une boîte du CAC 40 ou du SBF 120, c'était des gestions de projet, tu vois, qui duraient 18 mois, 24 Bah ouais, mois. c'est ça. Ouais, ouais, c'est clair. Je leur dis, mais les mecs, vous croyez qu'une IA, elle va comprendre déjà toutes les spécificités du métier. Elle va comprendre la résistance au changement des équipes. Elle va comprendre la politique qu'il y a entre les différents départements. Et elle va être capable, comme ça, de remplacer un Salesforce qui a mis 2 à 3 ans à se déployer en l'espace de quelques semaines et potentiellement, soi-disant, gratuitement. Je leur dis, mais moi, peut-être que je me trompe, ou peut-être que je suis trop vieux maintenant. Mais je pense pas. Je Ça pense va que prendre du les temps. êtres, ouais, je pense que les êtres humains, surtout dans les grandes boîtes qui ont dépensé tant d'argent pour déployer des ERP, des CRM de très haut niveau et en dépensant beaucoup d'argent, je vois pas comment l'IA peut arriver et faire mettre tout ça à la poubelle et faire quelque chose de mieux, moins cher, plus rapide. Donc moi, je suis plutôt du camp Jensen Huang, qui vendredi, il y a 2 semaines, effectivement, disait que en fait, non, les Salesforce, les Workday, les Oracle, les SAP vont bénéficier de l'IA. Alors après, il faut qu'elles intègrent l'IA à fond, comme toi, tu es en train de le faire chez Lemlist. Il faut intégrer de l'IA à fond dans toutes les couches fonctionnelles et toutes les interfaces utilisateurs, et puis surtout avec la data, pour rendre un service full IA et bien supérieur au service avant IA à leurs clients. Donc là-dessus, mais peut-être que je me trompe totalement. Là-dessus, moi, j'ai pas peur sur la disparition des grands SaaS. Le seul truc où effectivement les analystes ont peut-être un point, mais je suis même pas sûr, c'est sur le modèle économique. C'est évidemment, avant, on expliquait, moi, quand je vendais mon SaaS 200, 300 000 euros d'ARR à un grand compte, je leur disais, bah oui, c'est parce que j'ai 150 développeurs qui bossent pour améliorer le logiciel. Bon, si demain l'IA fait le job un développeur pour l'équivalent de 150, bon, bah là, c'est sûr que ça va être compliqué de justifier 300 000 euros d'ARR si tu sais que tu as un seul développeur qui bosse sur la plateforme. Donc moi, c'est plus là-dessus que j'ai un sujet.
Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que si quelqu'un peut aujourd'hui nous dire que l'IA va remplacer tous les SaaS et même à terme les humains, c'est un peu inquiétant quand même, non? Ouais. Non, bah, c'est clair. On a un monde de demain qui reste ultra incertain et je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est de rester proche de tout ce qui se passe, de tester et de voir, tu vois, d'essayer de se l'approprier pour en capter la puissance. Parce qu'en fait, ça peut être un peu stressant, tu vois, d'avoir tout ça et de se dire je suis en train de louper la vague, etc. Mais pour rassurer les gens, je pense que tout le monde a exactement ce sentiment. Donc, Bon, et à part Salesforce, tu achètes quelle action en ce moment? Sans, avec le disclaimer qui va bien, juste pour moi, ça le m'intéresse. disclaimer, tiens, récemment, on m'a parlé d'un truc que je n'ai pas encore regardé. Non, mais en fait, moi, si tu veux, pour faire simple, hein, je me pose la question de qui sont les tuyaux d'Internet, tu vois. Et où Ouais, est-ce que les IA auraient besoin. Donc, tu vois, si tu regardes tout ce qui peut être base de données ou structure de base de données ou lié à des structures de base de données. ouais. Donc Snowflake, Oracle. Ouais, si tu regardes des systèmes of record, donc tous les CRM, si tu regardes, tu vois, tout ce qui peut gérer la voix, par exemple, bah, donc des Twilio, des choses comme ça, tu vois, j'en mets vraiment en mode la couche la plus basse qui existe. Bah, en fait, ces boîtes-là, je me dis que, en fait, dans un monde avec ou sans IA, elles sont là parce qu'on a besoin de les utiliser, tu vois. Et donc, Hmm. s'il y a plus d'agents, ça veut dire qu'elles auront plus d'utilisation et donc que eux, leur ARR augmentera automatiquement. Et est-ce que je pense qu'il y aura plus d'agents dans les prochaines années? La réponse, c'est oui, c'est sûr à 100%, tu vois. Donc, c'est un Hmm. peu ma façon de raisonner sur des invests, quoi. Ouais, effectivement. Les agents, c'est sûr qu'il y en a de plus en plus. Donc, tout ce qui peut supporter le travail des agents est une bonne cible d'investissement. Ouais. Ouais, Bon, je suis très frustré là. Tu m'as donné un hard stop et j'avais plein de trucs encore à évoquer ouais, je avec suis toi. désolé. On laisse une quick Erica question avant de se séparer. Et moi, j'en aurai une dernière quick. Ok, allez, c'est parti. Guillaume, si on revient au personal branding, quel est un conseil que tu donneras aux entrepreneurs qui ont envie de lancer leur chaîne YouTube? Je pense qu'il faut parler de sujets qui nous intéressent. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Et le meilleur moyen d'enseigner quand tu n'as pas d'élèves devant toi, c'est de le faire devant une caméra et de monter toi-même tes vidéos, puisque tu te vois parler, tu vois comment tu communiques et que tu véhicules une idée. Et ça te permet en fait de t'améliorer toi-même en tant que communicant. Et je pense que en gros, toutes les choses où toi, tu vas pouvoir t'améliorer en tant que personne sur des sujets qui t'intéressent, c'est des choses que tu vas pouvoir faire pendant une durée de temps quasi infinie puisque ça devient un peu une passion. Donc en fait, moi, les vidéos que je fais, ou quand j'en fais, ou du contenu que je fais, je l'écris parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Et comme ça m'intéresse, je sais que je ne suis pas en train de créer du contenu pour créer du contenu. Je crée du contenu parce que j'apprends et parce que j'aime apprendre de nouvelles choses. Et je pense que si tu as envie que ça fonctionne dans le domaine du contenu, il faut faire du contenu sur des choses qui t'intéressent parce que il y a une règle qui est assez simple en contenu, c'est un peu la règle des 100 jours où tu dois publier du contenu une fois tous les jours. Et ça, c'est un bon moyen d'être focalisé sur l'output, donc ce que tu peux faire. Tu sais que tu peux créer du contenu pendant 100 jours, c'est physiquement possible, plutôt que sur l'outcome qui serait de dire j'ai envie d'avoir 10 000 followers, 500 comments, etc. Et en fait, en focusant sur ton output, bah, la personne que tu es jour 1 versus la personne que tu deviens jour 100, en fait, elle n'a rien à voir puisque en fait, si tu fais 100 fois la même chose, tu vas te rendre compte que ton niveau il va augmenter de façon exponentielle. Et c'est ce qui te permet aussi d'avoir la confiance d'atteindre ce niveau où là, ça devient une habitude et après, ça devient limite facile d'en faire en fait. Merci. Ok, Guillaume, j'ai adoré ce moment avec toi. J'adore Cape Town, donc je vais venir te voir. Passe, ouais, passe. C'est sympa Et, ici. euh, et je te poserai la dernière question, La comme ça je te question en fais live. économiser du temps. Je te la poserai là-bas sur place. Trop cool. Merci beaucoup, Et, c'était et super sympa. merci pour ton temps. C'était trop cool. Trop bien. Ciao. Merci. Ciao.